Ah là là. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci d'être tous là. On continue donc le cours. Je vais reprendre un peu financer la destruction créatrice. Donc j'ai parlé un peu la dernière fois du prix Nobel de cette année. J'ai ensuite parlé un peu du paradigme schumpeterien. Et puis ensuite, j'ai commencé à parler un petit peu du décrochage, mais je vais en parler bien davantage aujourd'hui, du décrochage technologique de l'Europe par rapport aux États-Unis, et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de l'endiguer. Et je parlerai du rapport Draghi. D'ailleurs, je ne peux pas encore le confirmer, mais je crois qu'on peut... Je ne dis rien pour le moment. Bon, d'accord, voilà. Donc je n'ai rien dit. Voilà. Bref, voilà. Donc j'avais commencé, je vais reprendre un petit peu, avant qu'on arrive donc, au décrochage et au rapport Draghi, l'écosystème américain de l'innovation. Et donc j'ai d'abord dit que pour une économie d'innovation, c'est important d'avoir de la concurrence, d'avoir de la mobilité des facteurs, c'est très important. Mais c'est important aussi d'avoir une très bonne recherche fondamentale et vraiment un écosystème financier de l'innovation. Et que quand on est proche de la frontière, ce n'est pas l'imitation qui est la source principale de croissance, c'est l'innovation à la frontière, et qu'évidemment, il y a des facteurs qui favorisent cette innovation. Alors, j'avais commencé à vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Je reviendrai, ce diagramme, je vais vous le montrer plusieurs fois, mais je veux que ça soit très clair. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez ici, je reviendrai plus en détail, mais là, c'est la guerre, évidemment. Donc, pendant la guerre, évidemment, il y a beaucoup de destruction de capital en Europe, moins aux États-Unis. Donc, vous avez un très fort décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis. Ensuite, vous avez une période de rattrapage de 45 jusqu'à 80, disons, les années 90. Et à partir des années 90, à nouveau, vous voyez qu'il y a un décrochage, mais continu, de l'Europe par rapport aux États-Unis en termes de PIB par tête. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui nous préoccupe. Et on voit que, par exemple, la productivité du travail augmente beaucoup moins vite dans la zone euro depuis le milieu des années 90, qu'elle augmente, ça c'est la courbe en rouge, que aux États-Unis, c'est la courbe en bleu. Et je vous montrerai plusieurs fois cette figure, mais on voit notamment que quand on regarde les brevets high-tech, vous voyez que le vert, c'est l'Europe, il y a un vrai déclin, et par contre, on voit une émergence de la Chine en bleu. Les États-Unis se maintiennent quand même relativement, et surtout dans les brevets les plus cités, ils se maintiennent très bien, mais on voit qu'il y a un vrai déclin de l'Europe, et je reviendrai sur le déclin de l'Europe plus en détail après. D'accord ? Et ce que je vous avais dit, mais on reviendra sur ça, c'est que l'Europe a rattrapé parce qu'on a reconstitué notre stock de capital, d'accord ? Avec le plan Marshall, ça a aidé, évidemment. Et puis, les prix de l'énergie qui étaient bas ont favorisé. Et puis, par ailleurs, on avait un niveau éducatif assez élevé en Europe qui nous a permis d'absorber des technologies venant des États-Unis. Donc, tout ça a permis le rattrapage. Mais maintenant, on est à un stade où c'est l'innovation de pointe. Et au moment où on arrive à un stade où c'est l'innovation à la frontière qui doit nous pousser, parce qu'on a épuisé les ressorts du rattrapage, eh bien, arrive la révolution des technologies de l'information. C'est un train que ça vient des États-Unis. Eux arrivent à très bien, et je viendrai beaucoup plus en détail pourquoi eux arrivent mieux que nous à monter dans le train de la révolution des TIC que nous. Mais en fait, une innovation de pointe, ça requiert, en fait, ils ont plein de choses qu'on n'a pas, et le rapport Draghi, c'est ça, mais on va revenir plusieurs fois, mais en général, je procède par spirale, comme je vous dis toujours, vous avez l'impression que vous êtes en cercle, mais en fait, j'espère que je vous convainc, vous pensez que vous faites ça, et avec moi, que vous tournez en rond, mais en fait, on fait comme ça, d'accord ? On marche en spirale, voilà. D'accord ? Donc, il vous faut un système de recherche fondamentale bien financé, bien gouverné. Il vous faut un écosystème financier adéquat et des politiques sectorielles appropriées. Comment on sait ça ? D'abord, donc, parce que l'idée, c'est que les innovations, alors ça ne vient pas toujours comme ça, il y a beaucoup d'idées qui démarrent en faisant de la recherche appliquée, tout d'un coup on a une idée, mais souvent c'est quand même la recherche fondamentale qui est quand même la base, et là l'important c'est d'avoir de la liberté et d'avoir des moyens,
d'accord? Et là, c'est ce qu'on fait à l'université, dans les labos de recherche, etc. Et puis après, quand on a une idée assez claire de ce qu'on veut faire, ça passe en entreprise, et là, c'est plus focalisé. Mais voilà, et là, c'est plutôt le financement des entreprises, d'accord? Donc, au niveau de la recherche fondamentale, ça, c'est une étude que j'avais faite sur la base sur des données entre États américains panel au cours du temps. Quand vous êtes un État américain loin de la frontière technologique, eh bien, c'est surtout l'important, c'est d'avoir un bon système primaire, secondaire et jusqu'au DUG, disons jusqu'à la licence. C'est ça qui est important quand vous êtes un État américain qui est en rattrapage, mais ça vaut aussi entre les pays. Quand vous êtes un État américain à la frontière, c'est important pour avoir de la croissance, d'avoir de très bons programmes doctoraux, de très bons laboratoires de recherche. Ça, c'est la Californie, c'est le Massachusetts, c'est le Connecticut. Et bien, dans ces pays-là, dans ces États-là des États-Unis, pour avoir de la croissance, il faut avoir vraiment de très bons programmes doctoraux, de la très bonne recherche, de très bons laboratoires de recherche. D'accord? Alors, ce qu'ils ont, donc le financement des universités, c'est très important. Ils ont ça, ils ont des universités très bien financées aux États-Unis, ils ont des agences de recherche comme le NIH, le National Institute of Health ou le National Science Foundation, qui sont très très bien dotés. Et puis, ils ont du mécénat. Moi, j'ai un mal fou en France de recueillir du mécénat. J'ai quelques mécènes, mais en France, le mécénat, c'est pas du tout quelque chose de facile. Vraiment, c'est très compliqué. Hein. Il n'y a pas une culture du mécénat chez nous du tout. Donc, si on regarde, par exemple, en termes de performance, de combien, dans le classement des 100 meilleures universités dans le classement de Shanghai, si je mets les États-Unis là, dans les 100 premiers, en termes de 100 premiers, le Royaume-Uni est proche des États-Unis, mais nous, on est quand même loin derrière, d'accord? Ça, c'était une étude que j'avais faite. Comment je note ça? Je dis, voilà, chaque université, quand je regarde le classement des 100 meilleurs, je donne la note 100 aux meilleurs, c'est Harvard pour le moment. Je donne 99 au deuxième, 98 au troisième, je descends jusqu'au centième qui a 1, et tous les autres ont 0. Et chaque université a une note. Et puis après, je fais la somme de toutes les universités dans le top 100 pour un pays, et je divise par la population du pays, je fais en sorte que les États-Unis soient à 100. Je normalise, vous voyez, je fais la somme, et je compare aux États-Unis, et je fais en sorte de mettre les États-Unis à 100. Si les États-Unis sont à 100, vous voyez, la France est quand même loin derrière les États-Unis. Mais par exemple, je peux faire aussi le top. Donc, vous voyez, si vous regardez ici, le top 100, les États-Unis sont à 100 et la France est à 15. Vous voyez, donc c'est pas bon. Alors maintenant, c'est un peu mieux depuis l'époque parce que maintenant, il y a Saclay qui a quand même un très bon ranking et Saclay nous a fait monter. Mais si je regarde les 50 meilleurs, je fais ça. Je prends la première université, je la mets à 50, la deuxième à 49. Je vais jusqu'à la 50e qui a 1 et tous les autres ont 0. Et je fais exactement la même chose et je normalise les États-Unis à 100. Et vous voyez qu'à ce moment-là, la France est à 3, vous voyez, dans les 50 meilleurs. Alors maintenant, c'est un peu mieux grâce à Saclay, un petit peu mieux. Mais vous voyez que, par contre, la Suisse est très bonne. La Suisse est à 97. Les Suisses sont Zurich, vous êtes peut-être allé, c'est formidable. L'Université de Zurich, l'ETH et l'Université de Zurich sont super bien financées et c'est très très bien. Voilà, ça vous montre un petit peu les classements. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un lien. Si je regarde les pays, je leur donne des indices, donc je leur mets ces notes en termes des 100 meilleurs, et que je regarde les dépenses d'enseignement supérieur en milliers d'euros par étudiant, je vois qu'il y a évidemment ce qu'on appelle en anglais des outliers, des pays qui sont loin de la moyenne, mais si je veux tracer une droite qui minimise la somme des carrés de la distance aux différents pays, j'ai un truc comme ça, c'est-à-dire que quand même, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent y contribue. C'est-à-dire que si tu ne mets pas d'argent dans l'université, tu peux avoir la meilleure gouvernance que tu veux, tu n'attires personne. Donc l'argent est très important. Mais l'argent, évidemment, ne suffit pas, et la gouvernance est également importante. Et j'avais fait un rapport pour Pécresse en 2010 sur la gouvernance des universités en disant que c'était important. C'est ce qui a poussé les LabEx, les Lysidex, c'est venu un petit peu de ce rapport que j'avais fait à cette époque-là. Alors donc ça, c'est la chose importante. Ils ont également donc, des universités très bien financées, très bien gouvernées aux États-Unis. Ils ont des laboratoires de recherche, ils ont des fondations
fondations comme la National Science Foundation, National Institute of Health, mais ils ont également du mécénat. Et, parce qu'en gros, si vous voulez, on peut décider de ne rien faire, d'exploiter une gamme existante ou d'explorer, d'accord? Et en fait, ce qu'on veut, c'est que si on veut explorer, pousser à la prise de risque, si on veut vraiment faire de l'innovation de rupture, il faut pousser à la prise de risque. Et la prise de risque, ça veut dire qu'il faut une tolérance à l'égard des échecs, il faut une tolérance à l'échec précoce qui incite l'agent à explorer sans risquer une réduction de salaire à court terme, et il faut récompenser un succès ultérieur. Et c'est là qu'il y a ce fameux Howard Hughes Medical Investigator, que je compare au financement plus classique du National Institute of Health. Et qu'est-ce que fait le Howard Hughes? Eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils sélectionnent des jeunes scientifiques à très haut potentiel, et ce qu'ils font ensuite, c'est que, eh bien, ils essaient de trouver des gens qui sont des scientifiques qui ont un potentiel d'innovation vraiment fondamental, et dont ils pensent qu'ils vont repousser les frontières de la recherche. Et c'est centré sur les individus. Et c'est renouvelé tous les 5 ans, mais au bout de 5 ans, on n'est pas quasiment sûr d'être renouvelé. Par exemple, moi j'ai eu une bourse ERC, European Research Council, on a eu pendant 5 ans, c'était formidable, mais ensuite il y a eu une autre équipe, et on ne regardait absolument pas ce que vous aviez fait avant. Il n'y a aucune garantie, et en général, vous n'êtes pas renouvelé. Tandis que là, l'idée, c'est de dire, on vous donne une première bourse, mais vous avez de grandes chances d'être renouvelé, donc vous avez le long terme, et donc vous pouvez prendre des risques parce que vous pouvez vous financer sur le long terme. Et donc, pour voir un peu l'effet sur la production de recherche vraiment innovante de ce HHMI, eh bien, les chercheurs qui ont regardé ça, ils ont pris 73 scientifiques sélectionnés par le programme en 93, 94, 95, et le problème, c'est de les comparer à un groupe de contrôle. Vous savez, c'est-à-dire je dois comparer des gens qui sont dans le groupe de sélection, le groupe de traitement, à des personnes qui sont très semblables en tout point. Alors, le problème, c'est que le HHMI a déjà choisi des gens meilleurs que d'autres. Donc, c'est peut-être que on pourrait dire, ce n'est absolument pas dû, leur performance ultérieure n'est pas due aux vertus du financement HHMI, c'est dû simplement au fait que le HHMI sélectionne des gens qui sont meilleurs. Donc, c'est pour ça que le papier est intéressant, c'est qu'ils arrivent à sélectionner un groupe de contrôle. Et comment ils font pour sélectionner le groupe de contrôle? Ils se restreignent à des individus ayant obtenu des bourses prestigieuses, vous voyez, Pew, Searle, Beckman, etc., au début de leur carrière, tout en n'étant pas inscrits au programme HHMI. Et donc, ça vous donne un certain nombre de scientifiques dans le groupe de contrôle. Et vous voyez que finalement, eh bien, quand on obtient la bourse HHMI, vous voyez, donc ça veut dire qu'ils ont tellement bien choisi le groupe de contrôle que, en fait, jusqu'à l'obtention de la bourse, on ne peut absolument pas distinguer on peut absolument pas distinguer le nombre de publications de quelqu'un qui est à la HHMI et du groupe de traitement et quelqu'un qui est dans le groupe de contrôle. Mais vous voyez que à partir de 2 ans après, eh bien, il y a un décollage du nombre de publications par les chercheurs qui ont obtenu la bourse, vous voyez. Et là, c'est le nombre de publications, et là, c'est les publications, en fait, dans le top. Et vous voyez qu'il y a vraiment un décollage du nombre de publications dans les top journals. C'est des gens qui se mettent à publier dans les meilleures revues. Donc, ça reflète le fait qu'ils ont produit une innovation, ils ont produit de la recherche plus fondamentale, quoi, plus path-breaking. D'accord? Donc, ces chiffres montrent pour le groupe de traitement, le groupe de contrôle, l'évolution des éléments suivants. Top 5%, eh bien, les deux courbes sont pratiquement indiscernables avant l'introduction, mais il y a une très forte augmentation du nombre de publications des scientifiques du HHMI par rapport à ceux qui n'en font pas partie. Et les estimations impliquent que le programme HHMI augmente le taux de publication de 39% en moyenne, et ça augmente beaucoup aussi le taux de publication dans les meilleures revues scientifiques. Donc, voyez, donc ça, c'est très intéressant. Et nous n'avons pas en France l'équivalent d'un HHMI. Voilà. En Allemagne, ils ont la Max Planck, qui sont une manière de financer sur le long terme des gens prometteurs. Nous n'avons en France absolument rien dans ce domaine. Et je vous avais dit la dernière fois, donc Alain Prochian a écrit un livre récemment qui s'appelle « Accident », où il montre comment il a fait une trouvaille importante par accident et à quel point ça lui a manqué, à quel point c'est un problème pour lui de ne pas avoir accès à du financement de long terme. Voilà. Alors, donc ça, c'est toute la partie recherche fondamentale. Donc là, il y a tout l'écosystème recherche fondamentale aux États-Unis est bien meilleur que chez nous. D'accord ? Ensuite, on arrive
au moment où la recherche devient fondamentale, se transforme, on décide d'avoir une application commerciale industrielle. Et donc le premier pas, c'est la start-up, quoi. On établit une nouvelle entreprise, d'accord? Et là, je voudrais simplement vous dire qu'il y a tout le problème du financement de l'entreprise. Je ne veux pas vous passer trop de temps là-dessus parce que je veux passer très rapidement au capital risque et je vais vous expliquer un peu ce qu'est que le capital risque. C'est-à-dire qu'en gros, évidemment, il y a plusieurs types de financement. Je peux me financer auprès d'une banque. Mais la banque, c'est assez traditionnel. La banque, elle va vous suivre, mais pas vraiment. Vous voyez, et elle va vous dire, voilà, moi d'abord, je veux savoir si vous avez un collatéral, si vous pouvez gager votre prêt sur une maison ou sur des choses, voilà, d'accord. Et puis la banque va être assez traditionnelle. Elle va pas vous regarder de près. Ils n'ont pas le temps, quoi. Ils n'ont pas. Je reviendrai là-dessus sur les limites du financement bancaire, d'accord. La banque, c'est très bien quand on sait ce qu'il faut faire. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui imite, si vous êtes de dire, moi, je veux imiter, je veux faire comme aux États-Unis, la banque, elle sait exactement à quoi s'en tenir. Donc, elle dit, bon, ben d'accord, je vois exactement ce que vous allez faire, je vais vous financer, c'est très clair, etc. Quand vous arrivez et que vous dites, écoutez, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, j'ai une idée comme ça vaguement, mais je ne sais pas encore, les banques, elles n'aiment pas ça du tout, parce qu'elles supportent le risque que si ça va mal, c'est la privatisation des pertes et la socialisation des... Enfin, voilà, ils sentent que si ça ne va pas, que s'il y a des pertes, c'est pour la banque. Donc, les banques, en général, sont assez réticentes. Et le contrat de dette, c'est de vous dire, typiquement, je vous prête, si vous ne me remboursez pas, vous faites faillite, et c'est moi qui prends le contrôle. Et c'est vous qui avez Mais je n'interviens pas quand tout va bien. Le prêt bancaire, c'est typiquement un contrat de dette. Un contrat de dette, ça veut dire que l'emprunteur contrôle tout. Et la banque n'intervient que si tu ne rembourses pas la banque. En gros, c'est ça, quoi. Parce que la banque, elle n'a pas le temps de s'occuper. D'accord ? Mais vous êtes maintenant un entrepreneur, vous n'avez pas tellement de collatéral, vous n'avez pas tellement de machines, vous avez une idée. C'est quand même très risqué. À ce moment-là, vous avez besoin de quelqu'un d'autre qu'une banque et vous avez besoin d'un capital risqueur. Et le capital risqueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, écoutez, moi, comme je prends beaucoup de risques, d'abord, je veux pouvoir contrôler ce que vous faites. C'est-à-dire que je veux pouvoir vous stopper à tout moment. Donc, je veux avoir des droits de contrôle au début. D'accord ? Ensuite, je veux pouvoir gagner si vous gagnez beaucoup, quoi. Si vous avez des gains, je veux pas juste être un taux d'intérêt, quoi. Je veux pas juste avoir un fixe. Je veux pouvoir être comme un actionnaire, quoi. Je veux pouvoir avoir une part des profits. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est le capital risqueur. Et le capital risqueur, typiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va fournir des fonds propres à une start-up, une entreprise innovante. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, à mesure que l'entreprise va gagner de l'argent, à ce moment-là, ça fait des fonds que l'entreprise peut mettre de côté, qu'elle peut payer à l'investisseur au cas où les choses vont mal. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, Patricia investit, n'est-ce pas ? Voilà. Au début, je dis, bon, Patricia, je veux quand même contrôler ce que tu fais. Si tu gagnes beaucoup quand même, je veux avoir une part des gains quand même. Hein. Mais à un moment donné, mettons que tu commences à réussir très bien, à ce moment-là, tu peux mettre un peu de l'argent de côté. Et du coup, comme je suis davantage sécurisé, moi, comme prêteur, enfin comme financier, je vais dire, écoute, je te laisse davantage de contrôle. Tu vois, je vais moins intervenir, je commence à te faire confiance, quoi. C'est un peu comme un enfant, et tu commences à lui faire confiance au cours du... C'est vraiment ça, quoi. Et puis, en même temps, je ne demanderai pas forcément la même part si ça marche très bien, parce que, voilà, je rentre dans mes fonds, quoi, tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est que le capital risque, au début, l'investisseur, il a beaucoup de droits de contrôle et également de parts de profit si ça va très bien, mais à mesure que l'entreprise réussit bien, le capital risqueur laisse du contrôle, tu vois, et renonce, voilà, et ne prend moins de part de la... Et à un moment, il arrive un moment, typiquement aux États-Unis, ça ne se passe pas toujours comme ça, quand ça marche très très bien, à un moment donné, l'entreprise décide d'être cotée en bourse, et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une offre publique d'achat, et à ce moment-là, chacun récupère ses fonds, l'investisseur et l'entrepreneur. Et à ce moment-là, ça devient une entreprise cotée en bourse et les propriétaires deviennent des actionnaires. D'accord ? Et c'est ça un peu le... Mais c'est pas forcément... Tout ne termine pas par une offre publique d'achat. Il y a des fois beaucoup de startups qui sont rachetées par des grosses boîtes. Et ça, c'est une autre possibilité. Et là, c'est des mergers. Et là, ce qui se passe, c'est que une grosse boîte qui vous rachète, par exemple Microsoft ou Facebook, vous rachète. Et c'est comme ça que vous terminez. Voilà. Donc ça, voilà comment marche le capital risque. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que
c'est à la fois, je suis investisseur, je partage des droits au profit et des droits de contrôle, vous voyez. Et ça, c'est toute une théorie de la finance d'entreprise basée sur les droits de contrôle. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ce que j'ai fait. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec un co-auteur qui s'appelle Patrick Bolton, il est toujours en vie, mais il n'est plus mon co-auteur depuis plein nombre d'années. Et il fait du très bon travail, par ailleurs. Et avec qui on a développé une nouvelle théorie de la debt equity basée sur les droits de contrôle. Et là, donc, ces deux personnes, Kaplan et Stromberg, qui ont développé donc, une théorie de venture capital basée sur notre théorie à nous des droits de contrôle. D'accord ? Et donc, voilà. Et donc, ils ont regardé un certain nombre d'investissements en capital risque aux États-Unis. D'accord ? Et en fait, ils ont montré la chose suivante. Ils ont montré que, le capital risqueur partage les droits de contrôle avec l'entrepreneur, que l'attribution du droit de contrôle est subordonnée à la performance. En cas de mauvaise performance, le capital risqueur acquiert ou conserve le contrôle total. Lorsque les performances, au contraire, si les performances s'améliorent, le capital risqueur abandonne petit à petit des droits de contrôle au profit de l'entrepreneur, et le capital risqueur a tendance à jouir de droits de contrôle de moins en moins importants au fur et à mesure que l'entreprise grandit. C'est-à-dire à partir du moment où l'entreprise grandit, je renonce progressivement en tant que capital risqueur à des droits de contrôle et aussi à des parts de l'entreprise, et jusqu'à ce que l'entreprise soit cotée en bourse ou rachetée par une grande entreprise. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment ce que c'est que le capital risque. Mais vous voyez, l'avantage du capital risque, c'est que ça favorise le risque, parce que vous voyez déjà dans le HHMI, il y avait l'idée du chercheur, je ne punis pas si ça ne marche pas. Le capital risqueur, c'est un peu pareil. Je suis comme un parent, quoi. Donc, s'il y a des erreurs, je suis quand même là, quoi. Et puis, j'aide l'entreprise à grandir, quoi. Voilà. Et je lui donne quand même sa chance, même d'avoir des échecs à court terme, parce que je suis présent, mais en même temps, j'ai les droits de contrôle et j'ai une part des profits. C'est toujours cette idée que vous êtes protégé, mais donc vous innovez de plus. Je sais pas, vous avez fait du ski, mais vous faites plus facilement du ski j'ai jamais été un grand skieur, mais enfin, j'étais dans des pistes un peu plus difficiles ou moins difficiles. Quand tu as un bon moniteur, tu es plus sûr de toi pour aller sur une piste noire ou une piste rouge que si tu n'as pas de moniteur du tout, que tu n'as jamais skié. Voilà, c'est un peu pareil, et c'est comme un moniteur de ski, quoi, le capital risqueur, d'accord ? Et donc voilà. Et alors évidemment, il y a eu d'autres études qui ont montré le lien entre capital risque et innovation. Par exemple, mon collègue Ufuk Aksigit, avec d'autres co-auteurs, ils ont montré que, d'abord, en termes de sélection, les capital risqueurs aux États-Unis sélectionnent typiquement les entreprises qui sont parmi celles qui brevettent le plus. Voyez ? Donc, la probabilité de capital risque, je regarde la probabilité de financement par le capital risque, ils font un classement des entreprises par degré d'innovation, et ceux qui reçoivent le plus de capital risque, c'est ceux qui sont le plus innovants. Donc il y a déjà un côté de sélection. C'est comme le HHMI. Je sélectionne des gens qui sont quand même très bons. Mais par-delà le fait qu'il y a une sélection qui s'opère par les capital risqueurs, vous avez à nouveau, comme pour le HHMI, en tenant compte de la sélection, donc là, il compare des entreprises qui ont reçu du capital risque à des entreprises avec des performances similaires avant que le capital risque arrive, en termes d'innovation, en termes de productivité, et il voit que par-delà l'effet de sélection du capital risque, eh bien, il y a un effet positif sur l'emploi de recevoir du capital risque, et il y a un effet positif sur l'innovation. Vous voyez, le nombre de brevets. Par-delà l'effet de sélection, eh bien, quand je reçois du capital risque, j'innove beaucoup plus. Voyez, c'est la même chose que pour le HHMI. Vous voyez, mais là, c'est au niveau de l'entreprise qui démarre, le capital risque. D'accord ? Et simplement, le problème, c'est que c'est très développé aux États-Unis, mais chez nous, très peu. En France, en 2009, les investisseurs en capital risque, c'était 353 millions d'euros. Contre 4,5 pour les jeunes entreprises innovantes, contre 4,5 milliards d'euros aux États-Unis à l'époque. Et l'écart s'est encore creusé, d'accord ? Donc, nous, le capital risque, n'est pas assez développé chez nous. Et puis, chez eux, comme je dis la dernière fois, les capital risqueurs aux États-Unis, c'est des gens qui ont été eux-mêmes des entrepreneurs, qui ont eu des capital risqueurs qui sont derrière eux, ils ont grandi, ils ont fait leur offre publique d'achat, et ils deviennent ensuite des capital risqueurs eux-mêmes. Et donc, ils savent comment ça marche. Nous, souvent, les capital risqueurs, ce n'est pas des gens comme ça. D'accord ? Alors ensuite, vous grandissez, vous avez le cycle de vie de l'entreprise et vous devenez une grande entreprise. Et à ce moment-là, il y a un peu la peur de mettre des managers à la tête de grandes entreprises qui sont des conservateurs, vous voyez ?
Nous, en France, on a un peu un problème, mais ce n'est pas toutes les grandes entreprises, on met des énarques à la tête des grandes entreprises, pas toujours. J'ai rien contre les énarques et les grands corps, c'est très très bien. Mais ce n'est pas des gens qui ont été formés à être des gens totalement, vous voyez, des grands révolutionnaires, quoi, voilà. Je parle sur le plan de l'innovation, quoi, voilà. Hein. Je vois le mal que j'ai à faire réformer le crédit impôt recherche. Bon. Donc voilà. Et donc, aux États-Unis, quand vous êtes une grande entreprise, eh bien, vous avez un manager et le manager prend des risques. Alors, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est un article, c'est une expérience intéressante dans ma vie de chercheur parce que je suis parti avec des mauvaises idées. Je suis parti avec des idées fausses. Et les données m'ont appris que j'avais tort. Et donc, j'ai modifié ma théorie parce que ça ne marchait pas. D'accord ? J'ai cru, donc d'abord, c'est quoi les investisseurs institutionnels? C'est les fonds de pension et les fonds mutuels, typiquement. Et c'est ces gens-là, c'est ça les investisseurs institutionnels. Donc évidemment, ils laissent ces entreprises prendre des risques parce qu'eux investissent dans plein de trucs. Donc eux, les risques sont compensés parce qu'eux investissent dans plein de choses en même temps. Donc vous avez votre fonds de retraite, mais le fonds de pension, lui, voilà, investit dans plein de choses. Donc peut-être qu'il va y avoir une entreprise qui ne va pas marcher, mais il y en a plein d'autres qui marchent. Donc il se compense comme ça. Eh bien, on voit que d'abord la part du capital des entreprises, CompuStat, c'est des entreprises qui sont des entreprises cotées en bourse, typiquement. Donc c'est des grandes entreprises aux États-Unis. Elles ont passé le stade de l'offre publique d'achat, d'accord? Et vous voyez que la part du capital des entreprises donc cotées en bourse aux États-Unis, détenues par des investisseurs institutionnels, elle a grandi, elle a cru très vite au cours du temps, d'accord? Elle est passée de 9,4% en 1970 à 61% en 2005. C'est quand même c'est gigantesque, d'accord? Nous, on en est encore là, nous, en Europe, tu vois. Bon, c'est sympa, on est là. Bon, alors on constate une nette augmentation de l'importance des investisseurs. Cela conduit... Alors moi, j'ai cru au début que c'était très mauvais, parce que je me suis dit, ces gens-là, ils s'intéressent qu'au court terme, et donc c'est mauvais pour l'innovation. Moi, j'étais parti de l'idée que c'était pas bon pour l'innovation qu'il y ait des investisseurs institutionnels. Et en fait, c'est pas vrai. Ça s'est avéré très bien pour l'innovation. Donc je me suis dit, déjà, je me suis planté. Ensuite, je me suis dit, mais alors peut-être que la raison, c'est qu'il y a les managers sont des paresseux, et que, en fait, les investisseurs institutionnels leur secouent les puces un peu, leur disent il faut que tu travailles, tu te laisses aller, tu te laisses vivre, tu veux jouir de tes avantages, la belle bagnole, et tu dois vraiment te secouer les puces, et qu'en fait, c'était pour pousser des managers paresseux ou routiniers, disons, à devenir moins routiniers, d'accord ? Et je vais vous avouer que ce n'est pas vrai à nouveau, ce n'est pas cette histoire-là. Et à chaque fois, je me suis planté. Et finalement, c'est en faisant ce va-et-vient entre l'empirique et la théorie qu'on a convergé sur la bonne histoire. Voilà, vous voyez, ça c'est vraiment un exemple que j'aime beaucoup mentionner, parce que c'est vraiment là où le va-et-vient entre la théorie et l'empirique m'a vraiment fait converger vers la bonne théorie, et j'étais parti vraiment à chaque fois de la mauvaise idée. Donc, on regarde donc les données de brevets, des données sur la fraction des actions cotées en bourse détenues par les investisseurs. On a un échantillon de 800 entreprises sur la période 91-99. Et pour l'équation, on régresse, si vous voulez, les brevets sur la part du capital détenu par les investisseurs institutionnels. C'est ça qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce que s'il y a plus d'investisseurs institutionnels, il y a... et en fait, on fait un truc instrumenté. On instrumente le fait d'avoir un investisseur institutionnel par le fait d'être dans le Fortune 500. Vous voyez, on a un instrument, c'est-à-dire que quand ce truc arrive, eh bien, il y a beaucoup plus d'investisseurs institutionnels, et à travers cet effet-là, ça donne un effet sur les citations. Donc, on a une causalité. Voilà. Et l'important, c'est de dire que voilà, il y a vraiment un effet causal, en fait, de la part de l'investissement institutionnel sur la propension à breveter, à innover. Vous voyez, donc ça, c'est très important. Ça montre vraiment que l'histoire du short-termisme, du court-termisme, n'est pas une bonne histoire. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose que nous établissons. Et on montre que c'est causal. Voilà. On montre que c'est une relation causale. Alors ensuite, on s'est dit, bon ben voilà, si c'était vraiment un problème de manager paresseux, eh bien, à ce moment-là, dans un environnement plus compétitif, l'impact de l'investisseur institutionnel devrait être moindre, parce que dans un environnement plus compétitif, la concurrence déjà te réveille, tu vois. Donc déjà, la concurrence fait que déjà tu veux innover plus, indépendamment du fait qu'il y ait ou pas un investisseur institutionnel. Donc si mon histoire de manager paresseux était la bonne, je devrais voir que l'effet des institutions est moindre
là où il y a de la concurrence. Mais je montre qu'en fait, eh bien, l'effet est plus grand. Vous voyez, l'effet avoir plus d'investisseurs institutionnels, l'effet est augmenté quand il y a plus de concurrence. C'est ce terme-là. Vous voyez, c'est un effet augmenté. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une autre histoire. Et l'histoire, c'est que, en fait, l'investisseur institutionnel protège le manager de la grande entreprise contre des risques à court terme, contre des punitions à court terme, de prendre des risques. C'est-à-dire que le manager, souvent de grande entreprise, il a peur de prendre des risques parce qu'il a peur qu'en cas de mauvaises nouvelles à court terme, il soit viré. Et ce que fait l'investisseur institutionnel, c'est qu'il dit, moi, écoute, j'ai regardé qui tu es, et donc je te protège. Même si tu es viré, même si tu as de mauvais résultats, je ne vais pas te virer, donc tu sais que tu peux prendre des risques, et donc tu vas innover davantage. Et cet effet-là, donc d'abord le fait que ça soit plus vrai quand il y a beaucoup de concurrence que pas, oui, parce que quand il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup plus de risques, évidemment, et c'est dans ces environnements-là que particulièrement, eh bien, le fait d'avoir des investisseurs institutionnels incite à innover davantage. Et en fait, maintenant, pour le montrer de manière plus directe, on montre que c'est cette chose-là, donc plus de profit, ça veut dire des bonnes nouvelles. Donc vous devriez dire par des institutions avec profit. Mais en fait, ça c'est la probabilité d'être envoyé. Donc si j'ai moins de profit, ça devrait être un moins. Eh bien, on voit que plus, en fait, la manière de lire ce coefficient-là, c'est de dire plus j'ai des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire plus mon delta profit est négatif, moins j'ai de chances d'être viré quand j'ai plus d'investisseurs institutionnels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire une mauvaise nouvelle a moins de chances de me conduire à être viré quand j'ai davantage d'investisseurs institutionnels. Et ça montre vraiment l'histoire que nous avions, que finalement vers laquelle nous avons convergé. Mais c'est très intéressant parce que c'est toujours la même idée. Le HHMI protège le chercheur contre des mauvaises nouvelles à court terme. Le capital risqueur protège l'entreprise qui se démarre contre des mauvaises nouvelles à court terme. L'investisseur institutionnel fait la même chose. Voyez, et c'est ça qui est très important aux États-Unis. On ne punit pas quelqu'un qui rate à court terme. On ne te dit pas, t'es idiot, tu es nul, tu comprends pas. Non, on t'encourage et on dit, mais c'est pas grave, essaye encore. Et s'il y a du succès après, on dit, ah, regarde comme c'est bien. Tu vois, c'est toute une culture. Chez nous, on a l'habitude souvent de jamais dire quand c'est bien et de vous dire quand c'est pas bien. Et moi, j'ai appris le management by enthusiasm aux États-Unis. C'est-à-dire que j'ai toujours c'est bien, et alors quand c'est très bien, je me dis, c'est vraiment, vraiment bien. Alors là, je pousse, tu vois. D'ailleurs, tout le monde est là, ils sont ravis, ils sont tout contents. Ah, ça marche, c'est formidable. Il y a la joie de vivre. Bon, voilà. Alors, le crédit d'impôt recherche. Hier, j'étais à la télévision voilà, je ne vais pas dire sur quelle chaîne, je ne vais pas faire de la publicité pour des chaînes de radio, de télé, et voilà, chez la personne avec qui j'étais, et j'ai tapé sur le crédit, je n'ai pas tapé sur le fait qu'il fallait le supprimer, je pense qu'il faut le réformer. Alors le crédit impôt recherche, d'abord il y a l'équivalent dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, tu as un Research Tax Credit qui s'applique surtout en deçà plus généreux en deçà d'un certain seuil. Et tu vois très bien, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu regardes le total des actifs et les dépenses en R&D, tu vois que ça augmente évidemment que le total des actifs, c'est normal que plus tu es gros, plus tu dépenses en R&D, mais tu vois qu'il y a une discontinuité, et là c'est la discontinuité à partir de laquelle la législation britannique en matière de Research Tax Credit, au-delà d'un certain seuil, tu as moins d'accès au Research Tax Credit, parce qu'il cible les petits, en fait, en Angleterre. Et tu vois vraiment l'effet, c'est ce qu'on appelle ça une regression discontinuity, c'est-à-dire tu montres qu'il y a un seuil, qu'au moment du seuil, tu vois vraiment que ça tombe. C'est-à-dire à partir du moment où tu as moins d'éligibilité, tu vois vraiment que ça fait tomber la dépense de recherche. D'accord ? Donc ça, c'est quand même intéressant. En tout cas, en Angleterre, ils ont un truc qui fait qu'on a plus de dépenses de recherche quand on a davantage d'accès donc à ce crédit d'impôt sur la R&D. Mais c'est un crédit d'impôt qui dépend vraiment du ratio entre R&D et la taille de l'entreprise. Hein. Voilà. Alors, nous, en France, on a un système un peu particulier, et c'est un système un peu bizarre. Voilà. Alors, vous allez voir un peu tout de suite, ça, c'est très, très, très comme chez nous. Hein. En dessous de 100 millions d'euros, les dépenses de R&D sont subventionnées à hauteur de 30%. Au-delà, les dépenses de R&D sont subventionnées à hauteur de 5%. On peut imaginer que... Or, ce qui se passe, c'est que les petites entreprises, elles sont très en dessous, et notamment les jeunes petites, sont très en dessous du 100 millions. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, pour l'essentiel, tu finances des entreprises, quelques entreprises qui passent au-dessus du 100 millions.
Mais ces quelques entreprises qui se passent de 200 millions, elles auraient fait de toute manière la recherche. Tu vois, donc c'est que ça profite aux grandes entreprises. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2014, les 100 plus grandes entreprises ont reçu à peu près 34% de l'ensemble du crédit impôt recherche. Voilà. Donc c'est même intéressant à savoir. Pour les 20 plus grandes entreprises françaises, le CIR est subventionné à 30%, représente 60% du CIR global, soit 600 millions d'euros de subventions quasi redondantes. Parce qu'en fait, en dessous de 100, elle met les 100. Tu vois, je veux dire, elles mettent ce qui est en dessous. Tu vois, de toute façon, elles les auraient mises. Tu vois, je veux dire, les grandes entreprises, de toute façon, elles font de la R&D. Elles n'entendent pas qu'il y ait du crédit impôt recherche. Donc, il y a ce qu'elles auraient fait de toute façon. Et tu vois qu'il y a un énorme effet d'aubaine. C'est-à-dire que pour les grandes entreprises, tu finances tout, mais tu finances également ce qu'elles auraient. Il y a toute une partie qu'elles auraient faite même sans le crédit impôt recherche. Tu vois, je veux dire, voilà. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Et vous voyez d'ailleurs la différence, c'est que quand vous êtes en Grande-Bretagne, eh bien, les petites entreprises qui sont en bleu, vous voyez, elles reçoivent beaucoup plus, tu vois, en taux de subvention R&D que les grandes. Tandis qu'en France, les petits et les grands reçoivent pareil. Seulement la plupart va aux grands, tu comprends, parce que tu as ce truc à 100 millions. La plupart des petites entreprises, elles plafonnent, elles sont en moyenne à 4 millions d'euros quoi, de R&D. Tu vois, et tu dis, je vais jusqu'à 100. Or, il y a quelques grandes entreprises qui vont à 100. Ça veut dire que c'est ça qui fait que tu donnes disproportionnellement trop aux gros. D'accord ? Donc le fait, c'est déjà un problème un peu en France, c'est que le crédit impôt recherche en fait cible les grosses boîtes. Et d'ailleurs, moi je vois bien, qui n'est pas content dès que je parle de réformer le CIR, c'est les patrons du CAC 40 que je vois à Aix-en-Provence chaque année. Ils disent « Ah mais non, si vous faites ça, je m'en vais, etc. » Donc si vous voulez, le crédit impôt recherche en France est ciblé sur les gros. Et le plus important, c'est le fait qu'il n'est pas ciblé sur des innovations de grande envergure, tu vois, parce que tu aurais pu dire, bon, pourquoi les gros, d'être gros en soi, c'est pas mal, mais tu as des gros qui font de l'innovation incrémentale, tu vois, des petites innovations dans l'automobile, par exemple, versus peut-être des gros qui font de l'innovation de pointe, dans les biotech, dans le software, dans le machin. Ils ne ciblent pas ces secteurs-là. Et là, il y a eu une étude très intéressante qui est sur les laboratoires d'excellence. Je vous en avais parlé la dernière fois par mon collègue Antonin Bergeau, qui est avec nous. Et lui, qu'est-ce qu'il a regardé? Les laboratoires d'excellence, c'est donc dans des domaines de pointe. C'est des jurys internationaux qui ont sélectionné un certain nombre de laboratoires de recherche auxquels ils ont dit c'est un laboratoire d'excellence. Ces laboratoires ont eu les moyens de faire venir les meilleurs chercheurs internationaux dans leur domaine. Et ce qu'ils ont montré, c'est que ça a stimulé de l'innovation de pointe dans des industries géographiquement et technologiquement proches des laboratoires d'excellence. Et ça a vraiment marché. Or, il n'y a pas une seule étude en France qui montre aucune efficacité en matière d'innovation du crédit impôt recherche. Aucune. France Stratégie, il n'y a pas une seule étude en France qui montre quelconque effet du crédit impôt recherche français sur l'innovation française. Alors que les LABEX, les laboratoires d'excellence, ça a eu vraiment un effet sur l'innovation. Et on reviendra à ça, parce que je reparlerai tout à l'heure du rapport Draghi, et on reviendra à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Vous voyez, mais nous, on a typiquement ce crédit impôt recherche qu'il faut réformer. Il faut garder l'enveloppe du crédit impôt recherche, peut-être même l'augmenter, mais certainement réformer vous voyez, l'allocation des fonds. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important. Alors je vais finir sur le financement de l'innovation avec la DARPA. Je reviendrai là-dessus, puisque comme je vous ai dit, je procède par spirale, et donc je vais toujours faire comme ça, mais je pense que quand j'arrive là, vous aurez assimilé. Dans certains domaines, énergie propre, défense, santé, il est difficile de passer du stade de la recherche fondamentale à celui de la mise en œuvre et de la commercialisation. Vous avez un problème de courbe en S, c'est-à-dire que vous avez un problème que vous avez fait la recherche fondamentale et vous voulez passer au stade des applications, quoi. Et le problème, c'est de passer ce cap-là. Et pour passer ce cap-là, souvent, il faut coordonner des ressources et des agents. Et personne ne veut être le premier qui le fait. Si tu laisses ça au secteur privé entièrement, il ne va rien se passer parce que chacun attend que ce soit l'autre qui bouge. D'accord ? C'est le fameux dilemme de la courbe en S. Hein ? Technologie de base existe, mais elle reste embryonnaire et tu n'arrives pas à passer au stade des applications. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mission DARPAble ? C'est un projet où la recherche peut être organisée autour d'une mission. Par exemple, dans les années 50, tu avais la mission de la course aux armements avec l'Union soviétique et de pouvoir mettre un homme dans l'espace quand l'Union soviétique avait mis Gagarine dans l'espace. Il fallait que dans les 2 ans, tu puisses mettre quelqu'un dans l'espace. Voilà, ça c'est une mission. Une autre mission récente, c'est les vaccins. On a la technologie de l'ARN messager,
mais on n'a pas de production de masse de vaccins basés sur l'ARN messager. Ça, c'est une mission, d'accord ? Et tu es à mi-chemin entre le laboratoire et l'application. Donc, les frictions empêchent le financement et l'expérimentation à grande échelle de la technologie. Et donc, ce que tu fais, c'est que le gouvernement dit, voilà, je mets de l'argent à disposition, je vais nommer des chefs d'équipe. Alors, pour le Defense and Space, c'était le ministère de la Défense. Pour la BARDA, c'était le ministère de la Santé. Je mets de l'argent à disposition de chefs d'équipe qui peuvent venir du milieu de l'industrie ou du milieu académique. Je leur donne 3-4 ans. Et puis, ils peuvent, eux, ils ont une mission et c'est à eux de susciter des projets concurrents pour faire avancer les choses, d'accord ? Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est une manière de faire de la politique industrielle qui est pro-concurrence. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un gouvernement qui dit « je choisis Dassault » ou « je choisis machin », qui est très bien, voilà, ils disent « non, je vais laisser mes chefs d'équipe choisir eux-mêmes des projets concurrents ». Et c'est pour ça que, par exemple, pour le vaccin ARN messager, tu as eu Moderna, Johnson, Pfizer, tu as eu plein de labs qui ont été, et d'autres que vous n'en avez jamais entendu parler, qui ont été sollicités. Donc c'est un mélange de top-down. Top-down, c'est de haut en bas, tu vois, qui est l'argent du ministère qui va vers les chefs d'équipe, et tu as une partie qui est bottom-up, de bas en haut, qui est très concurrentiel puisque le chef d'équipe suscite des projets concurrents. Donc la mission est gérée par des chefs de programme détachés pour une période de 3 à 5 ans, de l'industrie ou du milieu académique. Les responsables peuvent librement associer des start-up, des laboratoires universitaires et de grandes entreprises industrielles. Le budget est d'environ 3 milliards de dollars répartis sur 100 projets. Ça, c'était la DARPA, le Defense Advanced Project Research Agency. La BARDA, c'est encore autre chose. Et la ARPA Énergie, c'est la même chose dans le domaine de la transition énergétique. Et la DARPA, elle a joué un rôle clé dans le développement de projets à haut risque et à coût fixe élevé. Le GPS, l'Internet, la navigation autonome, le laser, les PC, et ça, c'est vraiment la DARPA. Et la transition énergétique, ça, c'est la ARPA Énergie. Et les vaccins, c'est la BARDA, qui est l'équivalent de la DARPA pour les biotech, hein. Et donc, c'est un truc très important. Je vais montrer tout à l'heure que nous n'avons rien en Europe qui est là-dedans. Donc, si vous voulez, au total, on va arriver à Draghi comme ça. Mais on sait que pour être une économie d'innovation de rupture, il vous faut bien sûr de la concurrence, de la flexibilité du marché du travail, mais il vous faut un très bon système bien financé, bien gouverné de recherche fondamentale. Il vous faut un écosystème financier, notamment avec du capital risque, avec des investisseurs institutionnels, etc. Et il vous faut une politique industrielle pro-concurrence, pro-innovation, qui est DARPA, typiquement. Nous n'avons rien de ça en Europe. Et ça, c'est Draghi. Une fois que vous avez compris ça, vous avez l'essence du rapport Draghi. Draghi, c'est de dire, faisons les trois, quoi. Et je vais aller en détail dans décrire l'écriture du rapport Draghi. Mais quand vous avez compris ça, vous avez déjà compris d'où ça vient, le rapport Draghi. Ça ne tombe pas du ciel, ça vient de ça. D'accord ? On est là maintenant, vous êtes voilà. Conclusion, sur 2 dimensions de l'écosystème, les États-Unis dominent l'Europe, comme nous allons le voir en détail, d'où l'importance du rapport Draghi. Alors voilà, donc ça, j'ai fait déjà la première partie, et je vais maintenant passer à la deuxième partie. Est-ce que vous êtes encore vivant ? Alors, donc je fais ça. Voilà. Alors donc voilà, donc je vous ai donné un peu les éléments de base, et maintenant on va parler plus en détail de la comparaison Europe-États-Unis. Et le grand drame chez nous, c'est que ce que je vais vous montrer n'est pas perçu par nos voisins allemands pour le moment et par les autorités européennes comme une urgence. Pour qu'il y ait urgence en Europe, pour eux, il faut ou qu'il y ait une pandémie, ou il faut qu'il y ait une guerre. Il faut que le méchant Poutine se montre, et là, il dit « Ah, je dois agir ». Mais là, on ne voit pas de méchant Poutine, tu vois, on voit un peu les... Et donc, ils considèrent qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir, quoi, que ce n'est pas un problème, quoi, voilà. C'est dramatique, hein, non, mais je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vraiment grave. Donc, expliquer le décrochage technologique de l'Europe par rapport aux États-Unis. Pourquoi d'abord se soucier ? Souvent, on m'a posé cette question, et finalement, j'aurais dû parler de ça avant. Pourquoi je dois me soucier de la productivité ? Il y a des gens qui se disent, mais finalement, est-ce que c'est un problème que notre productivité décroche par rapport à notre croissance de productivité décroche par rapport à celle des États-Unis. Après tout, on peut vivre heureux dans la médiocrité. Je veux dire, on peut être des suiveurs. On les laisse, eux, être des leaders, et nous, on est les suiveurs. Voilà. Et finalement, on mène la bonne vie, c'est sympa, voilà quoi. Pourquoi on doit à tout prix être là ? En fait, si vous voulez, d'abord, donc la productivité, qu'est-ce que c'est ? C'est que pour une quantité de travail, de capital ou un temps de travail, si vous voulez, ça veut dire qu'on peut produire davantage de richesses. C'est ça la productivité, d'accord ? Donc évidemment, la productivité, elle est étroitement liée au niveau de vie
à la qualité de vie, à la consommation, au salaire. On voit bien, parce que y a une énorme demande en France pour des salaires plus élevés, et je pense que dans beaucoup d'entreprises, on peut augmenter les salaires, et il faut augmenter les salaires. Mais à long terme, ce qui va garantir la possibilité d'augmenter le salaire réel, c'est l'accroissement de la productivité. C'est ça qui donne à long terme la possibilité de le faire. À court terme, je suis sûr qu'il y a des entreprises un peu radines, mais je pense qu'à long terme, c'est la productivité qui fait on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas, d'accord? L'évolution de la productivité est cruciale, même si on se fixe pas pour objectif que d'augmenter la consommation. Par exemple, on peut décider d'augmenter la productivité pour réduire le temps de travail, tout en maintenant le niveau de vie. Mais ça vous donne le choix. C'est-à-dire qu'avec une productivité plus grande, vous avez le choix ou de gagner plus, ou de travailler, ou de gagner la même chose et d'avoir davantage de temps de loisir. Donc en tout cas, l'un ou l'autre, ça augmente votre qualité de vie. La productivité, c'est votre qualité de vie. Et d'ailleurs, il y a eu des indices très intéressants. Mon collègue Angus Deaton, avec Daniel Kahneman, qui était un type merveilleux, Daniel Kahneman, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Vous avez sûrement lu les livres de Daniel Kahneman, c'était des best-sellers. Un qui s'appelait Noise récemment, montrait que dans les pays où le PIB par tête est plus élevé, les indices de satisfaction tendent à être plus élevés. Alors ça ne veut pas dire que le PIB par tête résume le bonheur, évidemment pas. Mais l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue, quoi. On peut se payer des choses. On voit bien, nous, le fait qu'on n'ait que 1% de croissance. Si demain on vous annonçait qu'en France, le taux de croissance n'est pas de 1%, mais de 2%, mais vous vous rendez compte, on n'aurait pas besoin de serrer la ceinture sur tout ce qu'il va y avoir maintenant, le projet de budget, quoi. La vie serait belle, pas besoin de restreindre le budget de ceci, le budget de cela, etc. On serait beaucoup mieux, quoi. Donc, on sait que augmenter la productivité, avoir une croissance plus rapide de la productivité, on peut s'offrir des choses qu'on ne peut pas s'offrir si on n'a pas de croissance. Voilà. Mais ça paraît évident, mais c'est important. Et c'est également important par rapport à d'autres choses. Donc, il y a ça d'abord. Et puis, il y a aussi le fait que si on se laisse distancer dans les technologies par la Chine et par les États-Unis, ça veut dire qu'on va dépendre entièrement d'eux. Et à ce moment-là, quand tu dépends de quelqu'un d'autre, il peut fixer son prix comme il veut et exploiter ces monopoles. Tu vois, est-ce qu'on a envie d'être exploité par les autres? Voilà, pas forcément. On veut notre liberté. Et notre liberté, c'est aussi d'avoir une croissance de la productivité. Donc, je crois qu'il faut garder en tête que c'est un problème s'il y a décrochage, parce qu'on perd en niveau de vie et on perd en souveraineté et on est dans la main des autres. Voilà, ce qui n'est pas une bonne chose. D'accord? Alors, là, il y a eu, je ne veux pas vraiment parler en détail, donc toujours Antonin Bergeaud, qui est avec nous, mais il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est un pilier du centre de notre laboratoire d'innovation au Collège de France, et il a produit ce merveilleux papier qui s'appelle « Past, Present and Future of European Productivity ». Et ce papier, ce qu'il fait, c'est que, il passe en revue les grandes tendances de la productivité européenne et américaine sur longue période de 130 ans. Et là, on va faire un peu d'histoire ensemble, d'accord? L'Europe connaît une croissance fulgurante durant les années d'après-guerre, par le rattrapage, comme je vous ai dit tout à l'heure, la reconstitution de notre stock de capital, grâce au plan Marshall notamment, et le fait que nous avons imité les technologies plus avancées, notamment la révolution de l'électricité qu'on a importée pleinement des États-Unis. D'accord ? Il y a eu, depuis les années 80, une tendance à la décélération. D'accord ? Un écart accru avec les États-Unis. Je reviendrai plusieurs fois, puisque je fais en spirale, mais ça va être tellement naturel pour vous que vous allez même oublier comment vous l'avez appris, parce que vous l'aurez vu beaucoup de fois. Pourtant, l'Europe dispose de nombreux avantages qui devraient pousser sa croissance. On a un système éducatif. Alors, on a un système éducatif un peu moins bon maintenant. On doit revenir à ce qu'on était avant, mais on avait quand même un bon système éducatif. On a des universités de grande qualité, on a de grands chercheurs en France. L'Europe, en tant que telle, a des universités de grande qualité, un système éducatif qui est quand même bon. On a un marché intérieur très énorme et on est leader dans le déploiement et la régulation des technologies vertes. On a beaucoup d'atouts. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand même on peut regarder, si on part des 130 dernières années, si vous voyez la croissance aux États-Unis, elle est à peu près en moyenne de 2,13 par an pour cent. En Europe, la croissance suit une tendance un peu moins régulière, parce qu'on a eu les guerres, on a eu d'épisodes dramatiques, beaucoup plus que les États-Unis, et on a une croissance en moyenne un peu plus faible. Mais ce petit écart, évidemment, cumulé sur 130 ans, ça fait beaucoup. Ça revient à beaucoup de choses. C'est un écart même petit comme ça, cumulé sur 130 ans, ça veut dire, en termes de niveau de vie, moyen, hein, ça finit par devenir important. D'accord ? Donc ensuite, j'aimerais dire, voilà. Donc il y a ensuite, je veux regarder les écarts de PIB par habitant.
depuis 130 ans. On voit que l'écart de PIB par habitant entre les États-Unis et l'Europe est persistant. Et le déterminant persistant de ce retard, c'est qu'il y a une productivité, un niveau de productivité qui reste toujours au-dessus aux États-Unis de ce qu'il est en Europe. D'accord ? Il s'amoindrit effectivement entre 50 et 80, les 30 glorieuses, mais il reste quand même important. Et maintenant, il se remet à augmenter. D'accord ? Il s'agrandit à nouveau depuis 90. D'accord ? Donc, depuis 90, j'ai un second déterminant du décrochage. D'abord, il y a un déterminant, c'est qu'on travaille moins, en France notamment. Hein. Donc ça, il n'y a pas de miracle. Je pense qu'on peut parler tout ce qu'on veut sur la réduction de la dette publique. Je pense qu'on n'en sort pas. On ne travaille pas assez en France. Il faut que plus longtemps, autrement, il faut que ça soit réparti équitablement, mais on travaille moins qu'ailleurs. Voilà. Alors jusqu'à l'après-première guerre mondiale, il y avait un niveau de productivité similaire entre l'Europe et les États-Unis, vous voyez. Et puis après, il y a eu la révolution de l'électricité qui a donné la croissance fordiste. Production de masse qui a entraîné un décrochage. Donc la première révolution industrielle, comme vous le savez, c'est en Europe qu'elle a eu lieu et elle se diffuse aux États-Unis. Et je vous ai parlé de la roue tourne la dernière fois. Je vous ai montré comment les États du Sud des États-Unis, au début, étaient beaucoup plus riches que les États du Nord parce que c'était une économie extractive basée sur la culture de masse avec les esclaves, etc. et une population nombreuse. Et puis que quand il y a eu l'arrivée de la révolution industrielle aux États-Unis, le Sud n'avait pas les institutions nécessaires pour s'approprier cette révolution industrielle, mais les États du Nord ont réussi à se l'approprier parce qu'ils ont été plus flexibles pour innover, etc. Et le Nord est devenu plus riche que le Sud. Bon, je vous ai raconté ça. Mais la deuxième révolution industrielle, elle se produit aux États-Unis. D'accord ? C'est là qu'elle a lieu. Et c'est ça qui fait... Et elle donne tout de suite le Fordisme. C'est évident, c'est le film des temps modernes, c'est tout ça. Et le Fordisme, ça a été quelque chose d'énorme, la production de masse. Et là, évidemment, l'Europe a mis du temps à rattraper les États-Unis. Et donc là, vous avez un décrochage. Donc vous voyez que le décrochage, il est déjà là. Vous voyez, dans ces années-là, il est avant la guerre. Alors évidemment, la guerre fait ça, mais déjà même avant la guerre, vous avez un décrochage européen par rapport aux États-Unis, qui est le fait que cette révolution d'électricité et la production de masse et tout ça, ça commence là-bas avant de diffuser chez nous. D'accord ? Donc vous avez déjà un décrochage avant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? Évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, c'est là. Bon, ça, c'est évident, quand vous êtes bombardé, etc. Ensuite, vous avez un rattrapage après la Deuxième Guerre mondiale, croissance très rapide grâce à innovation d'imitation et reconstruction du stock de capital. Mais les États-Unis connaissent également une forte croissance pendant cette période. Hein. Et notamment, la DARPA a été un élément. La DARPA dont je vous ai parlé, ça a été un facteur de croissance aux États-Unis. Je ne vous perds pas. Alors... Donc, vous avez, si vous regardez la croissance européenne, une productivité multipliée par 4 entre 1950 et 1980, et quelles conséquences qu'on traite ? La consommation par habitant, elle est multipliée par 3, et la baisse du temps de travail et l'augmentation du temps de loisirs, moins 400 heures par travailleur par an, 57 jours de travail de moins par an. C'est quand même appréciable, hein, d'accord ? Donc ça, c'est la productivité, ça vous donne ça, hein. Voilà. Donc, mais quand même, on est quand même donc en 50, la productivité et la technologie en Europe sont très inférieures à ceux des États-Unis. D'accord, donc je vous avais dit la croissance fordiste, etc. Et évidemment, le retard avait été aggravé par la Deuxième Guerre mondiale, les pertes colossales de capital et de sites de production. D'accord. Et puis l'Europe profite après de l'imitation et du reconstitution de stocks de capital. Alors, d'accord. Alors évidemment, parlons du rattrapage des 30 Glorieuses. Le rattrapage européen des 30 Glorieuses s'inscrit dans un contexte de coopération politique et institutionnelle forte entre les États-Unis et l'Europe, et notamment le plan Marshall, hein, d'accord, qui permet non seulement un soutien financier à l'effort de reconstruction, mais aussi l'adoption de méthodes d'innovation industrielle américaine en Europe. D'accord ? Bon, tout ça, vous le savez. Voilà. C'est toujours bien dans un cours de se dire, mais quand même, je sais déjà beaucoup de choses. Hein. Alors, cette innovation d'imitation s'appuie sur une forte intégration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette innovation d'imitation européenne s'appuie sur une forte intégration des entreprises américaines dans les économies européennes. Notamment, on peut regarder des choses intéressantes. C'est ce que fait vraiment tout l'intérêt de cet article de Bergeau. Il regarde dans le détail. Et il regarde notamment l'examen des dépôts de brevets des entreprises américaines en Europe. C'est très intéressant, qui montre vraiment qu'il y a diffusion technologique. Et ce qui montre, voilà, c'est ça. Vous voyez, regardez à gauche, je regarde la part des brevets déposés aux offices français et allemands ayant au moins un cessionnaire américain. Et vous voyez que ça augmente énormément à partir des années 50. Vous voyez, donc les dépôts de brevets, les brevets avec un cessionnaire américain,
avec un patentee, comme on dit, un patentor, par exemple, un patentor américain, eh bien, augmente très, très, très fortement. D'accord ? Et vous regardez à droite, c'est la part des brevets des 10 entreprises américaines les plus innovantes parmi l'ensemble des brevets déposés en France et en Allemagne. Vous voyez que ça monte. Vous voyez, vous avez eu les différentes entreprises qui comptent à cette époque. Et vous voyez, regardez et donc c'est des brevets, parce que les Américains brevettent aux États-Unis, mais pour pouvoir développer le brevet en Allemagne et en France, ils doivent breveter en France et en Allemagne. Et vous voyez vraiment la diffusion. Vous voyez ? D'accord ? Ça, c'est très joli comme... voilà. Donc, l'énorme hausse des brevets déposés en Europe par des entreprises américaines, et puis, alors évidemment, et par des entreprises américaines. D'accord ? Pourquoi les entreprises américaines déposent-elles les brevets ? Parce que, évidemment, elles veulent commercialiser leur technologie en France, et la manière de commercialiser, tu dois d'abord breveter. C'est pour ça que c'est très intéressant. Le fait d'enregistrer dans des offices locaux, c'est une mesure aussi de part de marché. Ça reflète, en fait, ton exposure au marché. Voilà. Donc voilà, donc c'est évidemment, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des entreprises à la frontière technologique de l'époque qui sont à l'origine de ces dépôts de brevets. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant. Donc je dis toujours que la productivité relative de l'Europe par rapport aux États-Unis atteint son sommet en 90 et ralentissement depuis les années 90, d'accord ? Voilà, donc... Alors, d'une manière générale, si on regarde les tendances de productivité, il y a des vagues. En fait, si vous regardez des vagues, il y a plusieurs vagues. D'abord, si vous voulez, au début, l'électrocardiogramme est assez plat, et il y a une première vague, c'est un peu comme des courbes d'éléphant. Vous avez une première vague qui est la vague de la machine à vapeur, et puis après, ça retombe après. Et après, il y a une nouvelle vague qui est la vague de l'électricité. Et après, il y a une nouvelle vague qui est la vague des TIC, et maintenant, on espère avoir une nouvelle vague qui est l'IA. Ça, c'est machine à vapeur, électricité, TIC, IA. D'accord ? Et on est par vague. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une vague ? C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelait une technologie générique. En anglais, on dit General Purpose Technology. Et cette technologie, elle change tous les secteurs, elle affecte tous les secteurs de l'économie. Alors au début, quand il y a une grande invention comme l'électricité, pendant un certain nombre d'années, il ne se passe pas grand-chose. Et puis après, tout d'un coup, c'est comme une maladie. Vous savez, il y a ce qu'on appelle une courbe logistique. Au début, il ne se passe pas grand-chose. Après Edison, pendant plusieurs années, il ne se passe rien. Et puis à un moment donné, je représente la part des secteurs aux États-Unis qui sont affectés par l'électricité. À un moment donné, ça s'accélère et ça fait comme ça. C'est comme une maladie, vous voyez. Au début, il ne se passe pas grand-chose. Puis après, d'un coup, il y a un effet boule de neige. Et puis après, à un moment donné, évidemment, on arrive pratiquement à tous les secteurs de l'économie. Ça a été vrai pour la machine à vapeur. Ensuite, ça a été vrai pour l'électricité. Après, ça a été vrai pour l'Internet. Et maintenant, c'est en train d'être vrai pour l'IA. D'accord ? Ça, c'est les vagues. Donc là, vous voyez, par exemple, la vague de l'électricité aux États-Unis, elle vient avant l'Europe, quoi. Et en Europe, la vague d'électricité, électricité, chimie, etc., vous avez, c'est avant la guerre, enfin, c'est au début de la guerre, tandis qu'en Europe, c'est avec retard, puisqu'il y a diffusion retardée. Et c'est retardé par la guerre. Et Japon, c'est aussi retardé. D'accord ? Donc, et les 30 Glorieuses, c'est beaucoup sur cette diffusion retardée de la vague de l'électricité des États-Unis vers l'Europe. Voilà. Bon, si vous voulez maintenant, donc maintenant la vague, j'allais dire la nouvelle vague, la vague des technologies de l'information et de communication. Donc là, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ? La vague des TIC. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est une General Purpose Technology, c'est une technologie générique. L'informatique et les logiciels transforment l'ensemble des secteurs de nos économies, les banques, tout. Enfin, ça. Et évidemment, les potentiels de gains d'efficacité sont énormes. Maintenant, vous n'avez plus besoin de faire la queue dans une agence de voyage. Vous réservez vos billets en 5 minutes, vous gagnez un temps fou, quoi. Je veux dire, c'est une révolution. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, elle n'est pas bien mesurée par le PIB. On sous-estime les mesures de PIB sous-estiment l'impact de cette révolution d'éthique. D'accord ? Mais en fait, l'impact de la productivité, sur la productivité de la vague d'éthique semble avoir été plus modéré en Europe qu'elle l'a été aux États-Unis. En fait, l'Europe semble avoir relativement échoué à se saisir des nouvelles technologies de l'information et exploiter leur potentiel. Donc, toujours ce même article de Bergeau propose une façon de tester cette hypothèse en comparant l'évolution de la productivité d'entreprises ayant a priori un fort potentiel d'adoption d'éthique à celles ayant un plus faible potentiel d'adoption d'éthique. D'accord ? Et on compare, c'est du différence in difference, on compare entreprises avec fort potentiel, pas fait potentiel, États-Unis et Europe, d'accord ? Et donc, il utilise des données
d'une base de données qui sont des données sectorielles sur les inputs et la production, input à output, à l'échelle de la totalité des entreprises européennes. Et cette base de données permet de mesurer la productivité du travail, la quantité de travail, de capital et la quantité de matériel et de technologies informatiques en particulier utilisées dans la production. Donc on peut suivre chaque secteur de l'économie à travers le temps, des années 90 jusqu'à maintenant. D'accord ? Et en fait, on suit en fait les 8 pays les plus importants de la zone euro. On classe les entreprises en 32 secteurs selon leur intensité d'utilisation des technologies de l'information et de la communication en 95. D'accord ? Donc on mesure l'intensité par la quantité en fait le stock de capital en technologie de l'information divisé par le stock de capital complet. C'est comme ça qu'on mesure l'intensité du capital en technologie de l'information. D'accord ? Et on considère des secteurs qui ont une intensité élevée, c'est ceux qui sont au-dessus de la médiane en termes de ce ratio, et ceux qui sont en faible intensité, c'est ceux qui sont en dessous de la médiane en termes de ce ratio. D'accord ? Et en fait, on fait la même chose pour les entreprises américaines que pour les entreprises européennes. Et à ce moment-là, Bergeau, en faisant une comparaison US-États-Unis, Union européenne, il compare les tendances de productivité des entreprises européennes et américaines fortement exposées et faiblement exposées. Alors, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que on regarde, vous voyez là, vous avez la productivité du travail, vous voyez pour ceux qui sont très exposés, vous voyez en Europe versus US, donc Europe, c'est en fait US c'est là, vous voyez, là c'est la croissance de productivité, si vous êtes mis à la même chose avant, et vous voyez que US et Europe, c'est rouge. Et vous voyez que, en fait, eh bien, ce qu'il montre, en fait, c'est que, eh bien, aux États-Unis, les entreprises ayant un fort potentiel pour l'adoption d'éthique ont connu une hausse fulgurante de la productivité du travail, elle était multipliée par 2,3. En Europe, ces entreprises à fort potentiel ont connu une croissance décevante, une productivité multipliée par 1,3 seulement. Donc, si tu compares celles qui sont à fort potentiel, à fort capital TIC, eh bien, les Américains fortement exposés ont tiré bien meilleur parti pour croître que leur productivité que les entreprises européennes à fort contenu de TIC. Donc ça veut dire qu'il y a eu une absorption des TIC bien meilleure aux États-Unis qu'en Europe. Donc ça, c'est intéressant. Les entreprises américaines qui ont propension à utiliser des TIC ont su mieux tirer parti des TIC pour générer de la croissance de la productivité. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose intéressante, c'est en termes de diffusion. C'est-à-dire que les TIC, il y a l'innovation et il y a la diffusion. Une fois les technologies inventées, les Américains ont su se l'approprier mieux que les Européens. Donc ça, c'est déjà un facteur qui explique, voyez, que la croissance soit plus grande de la productivité aux États-Unis. Puis par ailleurs, il y a l'innovation elle-même. Et là, eh bien, nous, on innove moins, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas une diminution évidente des investissements dans la recherche chez nous, ni du côté de la recherche appliquée, ni du côté de la recherche fondamentale. Si vous regardez, par exemple, les dépenses en recherche appliquée, en proportion du PIB, la zone euro, vous voyez, la zone euro, ça reste à peu près constant. Il n'y a pas de baisse de nos investissements. D'accord ? Les dépenses en R&D n'ont pas diminué, elles sont en légère hausse, elles atteignent 2,3% du PIB, d'accord ? Mais elles sont par contre inférieures en dépenses américaines. Alors, il n'y a que l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique qui atteignent le seuil de 3% du PIB, qui était pourtant l'objectif du plan Europe 2020, d'accord ? Alors, d'où vient cet écart de dépenses de R&D entre les US et l'Europe ? Il n'y a pas vraiment d'écart dans les dépenses de R&D publiques. Et les US et l'Union européenne consacrent à peu près 0,8% du PIB en dépenses publiques. Mais l'écart vient des dépenses de R&D du secteur privé. Et donc, on a un sous-investissement des entreprises privées. Et elle est concentrée dans le secteur des high-tech. Vous voyez, c'est pas de chance, hein ? Là où il ne faut pas, justement. Vous voyez, le crédit impôt recherche, ça ne va pas du tout. Informatique, logiciel et ordinateur, et biotechnologie. En Europe, seuls 8% des dépenses de R&D privées sont dédiées au secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, contre 30% aux US, quoi. C'est dramatique, c'est terrible. Les entreprises européennes concentrent plutôt leurs dépenses dans les middle tech, l'automobile, on aime bien les bagnoles, les transports et la chimie,
représentant 50% des dépenses de R&D privées en Europe contre 30% seulement aux États-Unis. D'accord ? Donc, je vous avais dit tout à l'heure, hein, ce schéma, quoi. Donc, la mauvaise performance des entreprises européennes en R&D high-tech est également visible dans les données de brevets. En fait, ça, c'est ces données issues de données de dépôt de brevets au Patent Cooperation Treaty. Hein, l'Europe représente 13% du total des demandes de brevets mondiales, mais moins de 9% dans les high-tech, un chiffre en baisse. D'accord ? C'est ce qui est à droite. Voilà. Donc maintenant, donc ensuite, donc on va regarder plus en détail et on va se concentrer aux technologies de pointe. On va les regarder de plus près. Donc en fait, Bergeau se concentre sur 6 technologies de pointe cruciales pour l'innovation des années à venir. Impression 3D, blockchain, vision par ordinateur, édition génomique, stockage d'hydrogène, véhicules autonomes. Et il utilise en fait une méthodologie de classification des brevets dans des technologies spécifiques en utilisant un algorithme de machine learning. Je n'irai pas dans le détail. Et la question, c'est quelle est la part occupée par l'Europe dans les dépôts de brevets dans ces technologies de pointe? D'accord? Et vous voyez que l'Europe, elle est en bleu. Vous les voyez dans les différentes technologies, mais à chaque fois, on est plutôt... Alors, en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est la chose suivante. Les États-Unis et la Chine dominent dans la vision par ordinateur et la blockchain, ainsi que l'édition génomique. L'Europe est quasiment absente de l'innovation commercialisée dans les domaines de technologie digitale et biotechnologique. Triste hein, pour le pays de l'Institut Pasteur, quand même. Hein. Quand même, hein. Bon, je ne vais pas parler de Doliprane. Hein. Alors, l'Europe réussit à se maintenir dans le stockage d'hydrogène et dans une moindre mesure dans les véhicules autonomes et l'impression 3D, des technologies importantes pour la lutte contre le réchauffement climatique et le futur des transports. Seulement, globalement, la part des brevets européens est en baisse face à la montée de la Chine. Pourtant, les chercheurs européens produisent des travaux qui sont largement incorporés dans ces dépôts de brevets. C'est ça le paradoxe. Et là, vous allez voir, c'est ça qui est incroyable. En fait, si je regarde la part dans les citations de papier, dans les brevets, vous avez la part... Vous voyez, dans la part, si tu veux, des différents pays dans les citations de papier. Les brevets citent des brevets et les brevets citent des papiers. Et ce qu'on regarde, c'est quelle est la part des chercheurs européens, des chercheurs américains, etc. Et vous voyez, regardez l'Europe, ils se débrouillent très bien. Il y a les États-Unis, bien sûr, devant nous, mais nous, on est bons. Hein. Vous regardez dans chacune de ces technologies, ça cite des papiers européens. Mais ça ne se traduit pas en brevet. Vous voyez le problème ? Donc les travaux de chercheurs qui sont localisés en Europe représentent près de 30% des citations académiques qui sont faites par les brevets déposés dans ces technologies, et même 40% en prenant en compte les affiliations à des établissements européens. D'accord ? Parce que là, il y a des chercheurs européens, mais il peut y avoir des chercheurs pas européens dans des établissements européens. Et là, ça fait davantage. D'accord ? Mais, et la part des citations de travaux chinois est faible. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça suggère quoi? Que la recherche fondamentale européenne, miraculeusement, malgré le fait qu'on soit bien moins financé que la recherche fondamentale aux États-Unis, on alimente grandement la recherche appliquée et l'innovation commercialisée dans le reste du monde. Mais l'Europe échoue à convertir sa recherche fondamentale de pointe en des innovations commercialisées. Par exemple, dans l'IA, tous mes copains, les bons chercheurs, sont partis aux États-Unis, tous. Yann Lequin, tous les... Moi, j'avais dans ma commission que des gens qui allaient et qui partaient aux États-Unis, quoi. Il y avait la blague, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un orchestre de chambre soviétique? C'est un orchestre philharmonique de retour d'une tournée aux États-Unis. Non, vous l'avez jamais entendu celle-là? Non. Bon, bref. Voilà. T'as jamais entendu cette blague? Alors, ce sont les entreprises d'autres pays qui s'en emparent, ou personne. Beaucoup de la recherche fondamentale européenne reste inexploitée. Seulement un tiers des brevets déposés par l'université en Europe sont exploités commercialement. D'accord? Alors, une explication très probable de la faible innovation européenne, c'est la mauvaise allocation des dépenses de R&D. Ça, c'est une des choses. J'ai vu avec le crédit impôt recherche. Il y a aussi certainement des grandes entreprises qui bloquent un peu tout, quoi. Ça, c'est le pouvoir de marché, quoi. C'est-à-dire, les gros, j'ai parlé de la stagnation séculaire. C'est-à-dire que l'innovation souvent est bloquée par des gros qui sont là et qui découragent l'innovation des entrants. Hein, d'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder les 5 entreprises qui déposaient le plus de brevets en 2000 et en 2023.
aux États-Unis en 2000, voilà les entreprises qui déposaient le plus de brevets. Et voilà en 2023. Et vous voyez qu'il y en a une, et ce n'est pas les mêmes en fait, vous voyez, c'est à part Qualcomm, ce n'est pas les mêmes entreprises. Si vous regardez maintenant en Europe, 2000 et 2023, eh bien, vous avez Philips, vous avez BASF, vous avez Bosch, vous voyez, et vous avez Ericsson, c'est un peu les mêmes, quoi. C'est-à-dire que, vous voyez, le truc, c'est que, moi, il y a un truc que je vous avais toujours dit, une économie qui voulait faire beaucoup de croissance en productivité, il faut de la destruction créatrice, il faut des nouveaux qui remplacent les anciens. Or, en Europe, c'est toujours un peu les mêmes. Vous voyez, au cours des 20 dernières années, les dépôts de brevets, les dépenses de R&D, aux US, d'abord, se sont réorientés des mid-tech vers les high-tech, et pas en Europe. Et par ailleurs, il y a une remarquable persistance dans les entreprises à l'origine des dépenses de R&D en Europe. Il n'y a pas eu de réorientation vers les high-tech en Europe, et en plus, c'est les mêmes vieux, quoi. C'est les mêmes, quoi. Ils sont indélogeables, vous voyez. Donc, et c'est les mêmes qu'on aide avec le crédit impôt recherche, quoi. Et c'est des copains, ils ont été dans les mêmes écoles que telle et telle du gouvernement, et etc. On est des potes, quoi. On se connaît, on reste ensemble, etc. C'est très sympathique, hein. Voilà. Voilà. Mais voilà, ça c'est la France, vous voyez. Donc voilà. Alors, à ce propos, je voudrais quand même mentionner une étude, et là on va arriver petit à petit à Draghi. Je veux mentionner une étude, parce qu'il y a eu le rapport, donc il y a eu un rapport Draghi, et puis il y a un rapport qui a été fait par la Bocconi et l'École d'économie de Toulouse, auquel j'ai participé au début, mais comme j'ai dû prendre la coprésidence de cette commission sur l'intelligence artificielle, j'aurais dit que je ne voulais pas mettre mon nom sur cette commission, mais j'ai quand même beaucoup travaillé avec eux, donc avec ces personnes-là. Et donc, voilà. Et c'est un rapport qui est parallèle au rapport Draghi, qui va dans le même sens que le rapport Draghi. Et d'ailleurs, on a présenté ce rapport le 18 septembre ici au collège. Il y a eu une présentation avec Jean Tirole qui était là et d'autres. Et pareil, le diagnostic est le même. L'Europe est en train de perdre la courbe mondiale à l'innovation. C'est intéressant parce qu'il montre des choses parallèles à ce que je viens de vous montrer, mais c'est bien de revoir, c'est toujours ma manière de procéder par spirale, hein, d'accord. Et je vais vous montrer à nouveau, c'est le même diagnostic, mais par un bout différent, avec des indices différents, d'accord. Donc, eh bien, ils réalisent à nouveau une décomposition sectorielle des dépenses en R&D. Et là, eux, ils utilisent des données de la EU Industrial R&D Scoreboard, base de données construite à partir des comptes déposés par les entreprises, parmi les 2500 entreprises dépensant le plus en R&D dans le monde. Ces entreprises contribuent à 90% dépenses de R&D, 80-90% dépenses de R&D mondiales, donc c'est assez représentatif, hein. Et voilà Et donc, comment ils décomposent? Eh bien, ils segmentent les secteurs de l'économie en 3 catégories: high-tech, middle-tech et autres. D'accord? Le high-tech, c'est les technologies les plus récentes et complexes: logiciels, matériel électronique, biotech, produits médicaux, aéronautique. Mid-tech, c'est issu de vagues d'innovation passées qui incorporent des high-tech dans le processus de production et de produits: automobile, chimie, industrie de transport, télécom. Et les autres, c'est les technologies anciennes, peu complexes: construction, agroalimentaire, commerce de détail, tourisme. D'accord? Et ce qui montre là, vous voyez, c'est que, en fait, si vous regardez dans le high-tech, l'Union européenne, c'est surtout, vous voyez, des middle-tech, quoi. Vous voyez, c'est vraiment de la mid-tech, quoi. Vous voyez, on est très mid-tech, nous. Alors que les Américains, ils sont très high-tech. Voilà ce qui se passe. Vous voyez, c'est ça que ça montre, hein. Donc, aux USA, 85% des dépenses de R&D privées sont réalisées par des entreprises dans des secteurs high-tech: logiciels, informatique, biotech, produits médicaux. En Europe, c'est moins de 50%. D'accord? L'Europe concentre une grande partie des investissements dans les mid-tech, c'est ça, dans les mid-tech. Alors là, c'est le contraire. Nous, on est plus de 50% de nos dépenses en R&D sont dans les secteurs automobiles et pièces détachées. Aux US, c'est moins de 15%. D'accord? Donc, en fait, et la décomposition des dépenses de R&D diffère largement entre US et Europe. C'est le reflet de la différence de composition sectorielle des entreprises américaines et européennes. Les US comptent un nombre bien plus élevé d'entreprises dans les secteurs des high-tech, alors que les entreprises européennes sont bien plus concentrées dans les secteurs mid-tech. Or, les entreprises high-tech effectuent bien plus de dépenses en R&D que l'entreprise mid-tech. Je vous avais dit que la grande différence chez nous, c'était que pour les R&D publics, c'était à peu près pareil, Europe et États-Unis, mais qui dépensaient plus en R&D privé. Mais en partie, c'est la composition. C'est parce que c'est les high-tech qui investissent. Et eux, ils sont high-tech beaucoup plus que nous. Voyez, c'est très important, la décomposition sectorielle. Hein, d'accord? Alors, une manière de mesurer cette intensité en R&D des entreprises, c'est de construire un indice qui rapporte les dépenses de R&D à son chiffre d'affaires, d'accord?
Et on peut comparer la valeur moyenne de cet indice entre les 3 catégories de niveau technologique, high-tech, mid-tech et autres. Et vous voyez que, évidemment, dans le high-tech, vous voyez, on a que quand même l'intensité en R&D est plus importante dans les high-tech, évidemment. Hein. Mais nous avons moins d'high-tech que les Américains. Donc les secteurs high-tech sont bien plus intenses en R&D chez nous que les mid-tech, d'accord. Mais pourtant, nous n'avons pas assez de high-tech chez nous. Voilà, c'est ça le problème. C'est un problème de composition, d'accord. Donc cette persistance des dépenses de R&D dans le secteur des mid-tech illustre un problème bien plus large en Europe, la domination de vieilles entreprises. D'ailleurs, parmi les entreprises européennes ayant les capitalisations boursières les plus élevées, la plupart ont été fondées il y a plus de 50, voire 100 ans. Un tel phénomène ne s'observe pas aux USA. C'est très important. Vous voyez, la destruction créatrice, c'est vraiment à la base de tout. Cela suggère que les marchés européens sont peu contestables, malgré une politique de régulation de la concurrence très volontariste. Mais à nouveau, c'est une politique de la concurrence qui est très statique. On regarde les parts de marché et on ne regarde pas suffisamment la destruction créatrice. Elle n'est pas assez dynamique, la politique de concurrence européenne. D'accord ? Alors, est-ce que cette prédominance des entreprises mid-tech est un problème ? C'est une opportunité manquée. La croissance de la rentabilité et de la valeur ajoutée était bien plus forte dans les entreprises high-tech ces dernières décennies. Et puis, ça comporte un risque futur, c'est que la concurrence américaine et chinoise dans les secteurs des middle-tech menace la spécialisation européenne dans les middle-tech, par exemple la voiture électrique. Et ils vont bientôt avoir la voiture électrique qui remplace nos voitures traditionnelles. Hein. Donc il y a une absence de renouvellement des dépenses de R&D européennes qui restent très concentrées dans le secteur automobile et mid-tech au sein d'entreprises qui sont des géants industriels qui dominent depuis des décennies. Comment comprendre cette absence de renouvellement en Europe et la non-émergence de nouveaux acteurs qui feraient concurrence aux grandes entreprises anciennes par rapport aux États-Unis ? Et donc, nous, on a un peu cette idée, j'en parlerai à nouveau quand je parle de climat, c'est que les entreprises qui ont investi dans des technologies, certains types de technologies, tendent à ne pas dévier d'elles-mêmes. Il faut qu'un choc extérieur pour vous faire dévier. Le problème d'avoir les mêmes entreprises, c'est que quand je suis une entreprise, je tends à continuer de faire. Il y a ce que j'appelle la dépendance au sentier. Je continue à faire ce que j'ai toujours fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il vous faut un choc. Il faut quelque chose qui vienne vous secouer les puces, quoi. D'accord ? Donc, et c'est là que la DARPA joue un rôle. La DARPA, la concurrence, voilà, ça vient vous secouer. C'est-à-dire, voilà, là, il faut que vous fassiez autre chose. Et nous n'avons pas ça en Europe, d'accord ? Donc l'absence de DARPA européenne. Alors là, c'est très intéressant parce que le rapport justement de la Bocconi parle beaucoup de la DARPA et je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de DARPA européenne. Parce que déjà, il y a des gens, des petits malins qui vous diront « Ah, mais si en Europe, nous avons ci, nous avons ça ». Et là, vous allez pouvoir leur répondre parce que vous allez avoir, c'est transparent. Tout ça est mis sur le site du collège. Donc vous allez pouvoir aller, parce que l'idée, c'est que vous alliez partout et vous allez expliquer partout, mais ça ne va pas du tout en Europe. Il faut mobiliser. Vous savez qu'on a un gros problème. Il faut convaincre les Allemands, notamment, de bouger. Pour le moment, ils snobent Draghi, quoi. Donc il faut se réveiller, d'accord ? Alors, l'absence de DARPA européenne. Alors que la DARPA soutient des projets à mission très bien définis et encore loin de la commercialisation, son équivalent européen, la European Innovation Council, le Conseil d'innovation européen, se concentre largement sur des projets déjà très proches de la commercialisation, à faible risque et faible rendement. Ces institutions publiques américaines comme la DARPA et les ARPA ou la BARDA ont favorisé l'émergence de clusters d'innovation qui ont eu des externalités positives très importantes, qui ont permis des externalités positives de la recherche publique sur les entreprises privées. Ces clusters d'innovation jouent un rôle important dans la vague récente d'innovation dans les TIC. Les innovations SE des secteurs des TIC se sont amplifiées et transmises dans les écosystèmes qui intègrent des grandes entreprises, des petites start-up, des universités, des sociétés de capital risque. Cet environnement dynamique contribue à l'évolution et à l'adoption rapide des technologies digitales aux États-Unis, en contrastant avec une approche beaucoup plus conservatrice de l'innovation en Europe. D'accord ? Donc, voilà. Alors, le système d'innovation en Europe est incomplet dans le domaine de la finance, mais je reparlerai. Il y a très peu de capital risque en Europe. L'écosystème d'innovation européen souffre également d'une mauvaise connexion entre universités et entreprises privées. Ces relations sont cruciales pour intégrer les découvertes de la recherche fondamentale dans l'innovation. Là, c'est le problème des LabEx qui est un contre-exemple. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce que je voudrais maintenant avancer, je voudrais aller davantage. Je voudrais maintenant sauter cette partie et dire, voilà, donc j'ai un décrochage européen par rapport aux États-Unis, d'accord, et donc maintenant, eh bien, et c'est surtout dans le secteur des high-tech, et donc il faut aller faire quelque chose. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la troisième partie. Je vais ralentir un petit peu. Alors, je passe à la troisième, ce que je voulais montrer, d'accord ?
Alors, Draghi, c'est ça, hein, d'accord? Voilà. Que faire? Alors, animation. Ah oui, alors attendez, diaporama, voilà. Très bien. Donc maintenant, je voudrais voir, on va arriver au rapport Draghi, vraiment dans le détail. D'accord? Alors d'abord, le rapport de la Bocconi. Eux, ils sont très braqués sur les DARPA. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Je vais zoomer sur les DARPA et le fait qu'il n'y a pas de DARPA en Europe. D'accord? Donc, idéalement, les financements publics européens devraient soutenir l'innovation de rupture, des projets à haut risque et qui rapportent. D'accord? C'est des projets très risqués pour être financés par les acteurs privés qui offrent de très forts rendements s'ils réussissent. C'est le rôle que joue la DARPA notamment, et les ARPA, mais les investisseurs institutionnels également. Alors évidemment, il y a des gens qui ont dit, oui, le European Innovation Council, c'est le pendant européen de la DARPA. D'accord? Mais en pratique, c'est pas vrai, ce n'est pas du tout une DARPA. Le fonctionnement de l'Institut européen, du Conseil européen de l'innovation, s'éloigne beaucoup de celui des DARPA. Et je vais vous le démontrer en détail, d'accord? D'abord, la DARPA, souvenons-nous qu'elle a été créée en 1958 en réponse au lancement du Sputnik par l'URSS, avec pour mission de maintenir l'avance technologique en matière de défense. Et elle se concentre sur des projets d'innovation de rupture. Il y a indépendance et flexibilité. Contrairement à d'autres agences, la DARPA fonctionne avec une grande indépendance par rapport au pouvoir politique. Elle est structurée de manière à permettre des cycles de recherche rapides sans les lourdeurs bureaucratiques habituelles. Elle se focalise sur des projets innovants, soutient des projets en avance sur leur temps, même s'ils peuvent sembler risqués ou non conventionnels. Par exemple, elle est à l'origine du développement de l'Internet, comme je l'ai dit, la navigation GPS et des drones militaires. D'accord ? Donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, le fonctionnement de la DARPA, c'est décentralisé autour du programme manager. Chaque programme est dirigé par un programme manager ayant une grande autonomie pour gérer son budget. D'accord ? Chaque programme est structuré autour d'une mission, par exemple liée à des défis technologiques. L'objectif est de diriger le changement technique vers la réalisation d'un objectif technologique ou social bien défini. Et puis l'impact civil et militaire, bien que l'agence ait été fondée pour des raisons militaires, de nombreuses technologies développées sous son égide ont eu des implications civiles importantes, l'Internet, interface cerveau-machine, etc. La création d'ARPA spécialisées, il y a eu la DARPA, puis il y a eu la ARPA Énergie, la ARPA Infrastructure, ça j'avais oublié celle-là, avec des missions spécifiques, mais reposant sur un modèle similaire de financement des projets à haut risque. Alors maintenant, on va passer à l'Europe. Alors là, tristesse, tristesse, tristesse. Bon, alors on y va. Alors, l'Europe. Bon, l'European Innovation Council a pour rôle de soutenir l'innovation de rupture, d'accord? Bon, ok. Ok, donc ça, d'accord. Je vous ai dit, la DARPA soutient des technologies naissantes au début de leur conception et laisse les capitaux privés financer les dernières étapes. Parce qu'en fait, vous mettez de l'argent, mais vous laissez des privés venir et ça permet de venir compléter cette courbe, vous voyez? La European Innovation Council finance majoritairement les étapes de commercialisation des technologies abouties. Vous voyez, ils ne vont pas dans le début. Ils vont, au lieu de, vous voyez, dans ma courbe en S, hein, je fais ma courbe en S à nouveau pour qu'on la voit bien. Où est-ce que j'ai mis, moi, où est-ce que j'ai, voilà, je vais effacer là pour vous. La courbe en S, je vais vous la faire bien là au milieu du tableau pour que tout le monde puisse la voir. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que la DARPA, vous voyez, il y a ce truc comme ça, il faut passer là. La DARPA, elle va au début, quoi. Elle fait le décollage. Tandis que le truc européen, il arrive là, il arrive déjà, quand c'est déjà très abouti. Vous voyez, et ça, on peut regarder, en fait. Donc, en fait, la European Innovation Council finance majoritairement les étapes de commercialisation de technologies déjà abouties. Donc il y a des niveaux de technologie. Donc par exemple, voilà, on part de l'idée de base, et puis ensuite on formule le concept de technologique, et puis ensuite on expérimente, on valide en laboratoire, on valide dans l'environnement, d'accord, on fait démonstration, on passe à démonstration de la performance de la technologie, etc., prototype, et on arrive au truc le plus opérationnel. Donc là, quand vous êtes niveau technologique, vous partez de l'étape la plus de base et vous allez vers l'étape la plus opérationnelle, d'accord. Donc on a des petits chiffres, c'est qu'on est dans une étape très, très expérimentale, et puis plus on monte, plus on est proche de la commercialisation et de la mise en œuvre, d'accord. Donc ça, donc au début, on a, voilà, les Pathfinders, les DARPA, c'est là.
vous avez la transition qui est le S, et ensuite, vous avez l'accélération qui est là, et la commercialisation, vous voyez ce que je veux dire. Et la DARPA, elle prend des projets à ce stade-là, quoi. Il faut faire décoller de là à là. Et la DARPA, elle arrive ici déjà, vous voyez. Donc voilà, donc, les niveaux 3-4 des technologies qui ont atteint le stade de faisabilité, d'accord. Le 5, c'est des technologies qui ont atteint la phase de démonstration dans un environnement pertinent. Et au-delà de 5, c'est des technologies qui ont fait la preuve de leur implémentabilité et, et dont on peut commencer à penser à leur commercialisation. D'accord. Donc ça vous donne un peu une idée des stades technologiques. Vous voyez, on voit bien pour les vaccins, pour les médicaments. Hein, on a on reste du stade 1 au stade 10. D'accord. Donc voilà. Alors la DARPA ont concentré en fait leur financement sur des projets en phase initiale, niveau 4, 3, 4. Quoi. Voilà. En Europe, seuls les programmes Pathfinders et Transition de la European Innovation Council soutiennent des technologies qui sont au niveau 3, 4, mais avec des financements très limités. Contrairement à la DARPA qui ne soutient plus les technologies à ce stade de développement 5 ou plus, le programme Accelerator de European Innovation Council est spécifiquement conçu pour accompagner des technologies plus avancées. Voyez. Et donc c'est ça déjà une différence, c'est que la DARPA, les DARPA, c'est beaucoup plus un stade préliminaire, tandis que la European Innovation Council, c'est vraiment déjà des stades très avancés, vous voyez, où déjà le gros a été fait, quoi. Donc le budget, ensuite il y a le budget. Donc déjà c'est intéressant, c'est-à-dire que le focus, la focale n'est pas la même pour la DARPA et la European Innovation Council. La DARPA se concentre vraiment sur des choses qui sont au niveau, vraiment qui sont au point, qui sortent juste de la recherche fondamentale pour pour initialiser l'expérimentation, tandis que le European Innovation Council, c'est des trucs à des stades beaucoup plus avancés, où on est presque à la commercialisation. Le budget annuel de la European Innovation Council est de 1,4 milliard d'euros, répartis sur 3 programmes, Pathfinder, Transition et Accelerator. Seuls les programmes Pathfinder Transition financent l'innovation de rupture, en soutenant des projets à faible niveau d'avancement technologique. Le TRL, c'est ce chiffre, hein. Quand c'est moins que 5, quand c'est moins que 4, c'est préliminaire, 4, 5, c'est 1, et puis au lieu de 5, c'est commercialisation. D'accord. Pathfinder et Transition reçoivent au maximum 470 millions d'euros de financement. En comparaison, le budget total de la DARPA et des DARPA américaines dépasse 7 milliards de dollars par an, ce qui rend le budget de la European Innovation Council, 1,4 milliard d'euros, relativement modeste, dont à peine 470 millions sont alloués à l'innovation de rupture, quoi. C'est rikiki, quoi. Vous voyez, je veux dire, on est vraiment... c'est dramatique. Voilà. Plus de la moitié du budget, donc, en fait, du budget de la European Innovation Council est alloué au programme Accelerator, qui finance des projets proches de la commercialisation. Vous voyez ? Le programme Accelerator vise principalement à pallier des imperfections de marché et de capitaux en Europe, notamment le fait qu'il n'y ait pas assez de capital risque et d'investisseurs institutionnels, plutôt qu'à stimuler des innovations de rupture. C'est ça le problème. Vous voyez ? Voilà. Les membres. Alors ensuite, il y a la composition des membres. Les membres du Conseil de la présidence de la European Innovation Council sont nommés par la Commission européenne, laissant une grande part de pouvoir de décision à la Commission européenne. Très mauvais, très mauvais. Hein. L'indépendance de la European Innovation Council est limitée. À l'inverse, par exemple, de l'ERC. Le seul truc qui est un peu indépendant, c'est la European Research Council, mais il y a des plans maintenant, il y a des dangers que la European Research Council perde son indépendance. Hein. Il y a des dangers en ce moment. Voilà, j'ai des personnes qui me mettent dans un qui a été président je ne veux pas le nommer, de la European Research Council, qui commence à être très inquiet du fait qu'il y a un danger de récupération par la Commission européenne et les politiques de la European Research Council. Je ne veux pas parler de ça maintenant, c'est trop déprimant. D'accord ? Voilà. Les membres du Conseil de la European Innovation ne sont pas tenus d'être des scientifiques ou des entrepreneurs. Ils ont une expérience dans les mondes des affaires, mais pas beaucoup de scientifiques, d'accord ? Seuls 4 des 21 membres du Conseil sont des professeurs universitaires, moins de la moitié disposent d'un diplôme en sciences ou en ingénierie. Voilà. Et donc, c'est surtout des business, et ce n'est pas vraiment des gens qui ont été entrepreneurs eux-mêmes, vous voyez ce que je veux dire ? C'est des gens qui sont très business, quoi, qui ont été des banques, etc. C'est très bien, mais ça ne suffit pas.
Le contrôle politique et l'insuffisante influence des scientifiques sur l'European Innovation Council contrastent fortement avec la gouvernance de la DARPA. Les programmes sont gérés par des experts scientifiques, mais aussi par des gens de l'industrie, mais il y a toujours des scientifiques dedans. Hein. Le contrôle politique contraste également avec les autres institutions européennes et nationales. Les banques centrales, le système judiciaire et la politique de concurrence sont indépendants du pouvoir politique, mais pas la European Innovation Council. Elle n'est pas indépendante. D'accord ? La domination des grandes entreprises middle tech, automobiles en particulier, chimie, leur incapacité à innover dans le secteur high-tech rend nécessaire un soutien aux jeunes entreprises. Mais aux jeunes, ce n'est pas juste aux petites, capables de se démarquer, parce que ce que je veux, moi, c'est d'initier des gens petits, mais ils sont petits parce qu'ils sont jeunes. Mais ils ont une grosse... Vous vous souvenez, je vous ai montré la dernière fois le fait qu'aux États-Unis, il y a une relation entre l'âge des firmes et la taille des firmes. Moi, je veux des jeunes, je veux des petits jeunes. Je ne veux pas trop financer uniquement des petits vieux, parce que les petits vieux et les petits âgés, ils font des petits d'un certain truc, c'est très bien, mais ils ne font pas plus de financement de rupture. Je veux financer des entreprises petites, mais jeunes. Je ne veux pas financer des entreprises petites qui ont, je ne sais pas, plusieurs décennies d'âge. Vous voyez, je ne veux pas. Vous voyez. Moi, je suis un jeune. Bon, voilà. Alors, vous aussi. Voilà, je tiens à le dire. Alors maintenant, donc, la domination des grandes entreprises. Donc ça, c'est le... donc là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que je vois, par exemple, en Europe, par exemple, vous voyez, c'est surtout, vous voyez, il y a très peu de... Voilà, Accelerator, c'est vraiment, finance surtout des gens en 5-7. Pathfinder et Transition financent un peu plus, mais vous voyez, ils financent quand même beaucoup... il y a peu, vous voyez, on finance beaucoup des entreprises quand même qui ont quand même un certain nombre d'années. Des jeunes petits, c'est très peu financé par ces programmes. Voilà. Donc ça, c'est quand même une chose importante à relever. Donc les jeunes entreprises sont en fait très peu soutenues par l'ESC. Moins de 20% des entreprises soutenues sont des start-up. Voilà. Donc si on veut faire de l'innovation de rupture, il faut aussi soutenir les PME, d'une manière générale. Je crois beaucoup. Je ne suis pas du tout contre le soutien aux PME. Mais je veux pouvoir, si je veux faire de l'innovation de rupture, je dois cibler des entreprises qui sont des start-up ou proches de start-up. D'accord ? Donc voilà. Alors, donc maintenant, je passe à Draghi. Alors maintenant, on arrive au cœur du réacteur. D'accord ? C'est un gros rapport de 400 pages que je n'ai pas lu dans la détail. Alors, il y a un livre de Pierre Bayard qui s'appelle « Comment parler des livres qu'on n'a jamais lus ». Je ne suis pas dans ce degré-là avec Draghi, j'ai quand même un peu lu Draghi, mais je n'ai pas lu en détail les 400 pages. Mais enfin, je vais quand même pouvoir vous en parler un petit peu. Voilà, donc, qui aborde de nombreuses thématiques, mais maintenant, étant donné ce que je vous ai dit la dernière fois et cette fois-ci, étant donné ça, voilà, maintenant, vous allez comprendre la logique du rapport Draghi. Ça va vous paraître très naturel, d'accord ? Et on a eu l'occasion de parler beaucoup avec Mario, on l'a rencontré, enfin beaucoup interagi, etc. Donc les idées ne vont pas vous paraître normales. Alors, notamment, les recommandations, c'est budget, émission de dette commune, gouvernance, processus décisionnel, politique, et on va se pencher sur les constats et les recommandations qui concernent le marché des capitaux, le marché des biens et services, le marché unique, et la politique d'innovation, de recherche et d'innovation. D'accord ? On va se concentrer sur ces trois domaines-là. D'accord ? Et donc voilà. Donc on va parler de ces trois sujets, d'accord ? Investissement au marché des capitaux européens, unification encore partielle du marché unique des biens et services et la politique d'innovation européenne. Alors qu'est-ce qu'on peut voir là sur la politique ? Donc d'abord, on regarde en fait la comparaison US-Union européenne et on voit que l'investissement privé en équipement, infrastructure, innovation eh bien, il y a toujours un gap entre beaucoup plus gros d'ailleurs là-dedans que dans le government investment entre les États-Unis et l'Europe. D'accord ? Donc vraiment le gap, il est à gauche, il est dans le real private investment in equipment, infrastructure, innovation. D'accord ? Donc l'investissement privé est 1,5 point de PIB inférieur en Europe qu'aux États-Unis. L'investissement public est seulement de 0,4 points de PIB inférieur. Donc vraiment à nouveau, c'est le privé. C'est des choses qu'on a vues déjà, mais Draghi le redit. Donc je fais toujours ma spirale, d'accord ? Je reviens à des choses que vous avez vues, d'accord ? Le taux d'épargne des ménages européens est plus élevé pourtant que... C'est paradoxal, parce que le taux d'épargne des ménages européens est plus élevé que le taux d'épargne des ménages américains. Il est de 15% en Europe, alors qu'il est de 5% aux États-Unis. Donc c'est intéressant.
Pourtant, la richesse et les actifs des ménages américains sont bien plus dynamiques que ceux des Européens. La valeur nette du patrimoine des ménages américains a cru de 150% entre 2009 et 2023, contre 55% pour les ménages européens. Cet écart reflète largement la capacité bien meilleure du système financier américain à transformer l'épargne des ménages en des investissements à fort rendement. D'accord ? Une des causes premières de la faiblesse des investissements européens, c'est la fragmentation du marché des capitaux. Donc ça, c'est très important. Fragmentation du marché des capitaux. D'accord ? 3 facteurs clés à l'origine de cette fragmentation. L'Europe ne dispose pas d'un régulateur unique pour la régulation des marchés actifs financiers, ni d'un cadre réglementaire unique pour les transactions. Le cadre pour le règlement et la compensation des transactions en Europe est nettement moins harmonisé qu'aux États-Unis. On a plus de 20 plateformes de compensation contre une seule plateforme aux États-Unis. Les régimes fiscaux et d'insolvabilité restent très hétérogènes à travers l'Union européenne, avec des disparités importantes dans les règles fiscales, les seuils d'insolvabilité, les priorités des créances. Vous voyez, en cas de faillite, qui a la priorité dans non, on a une loi de faillite française, elle n'est pas la même qu'ailleurs, etc. Et les mécanismes de restructuration pour les entreprises qui sont en faillite, ce qui segmente les marchés financiers et complique les transactions frontalières. Tandis qu'aux États-Unis, il y a un chapitre 7 et un chapitre 11. Il n'y en a pas 36 000, il n'y a pas un chapitre 11 pour le Texas, pour le... Voilà. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant que là-dessus, M. Trump ne dit pas qu'il faudrait que ce soit les États qui décident. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le... Voilà. Alors, ces 3 faiblesses diminuent les investissements transnationaux au sein de l'Europe en rendant les transactions transfrontalières plus complexes et coûteuses. D'accord ? Plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour renforcer l'intégration des marchés financiers. La directive Faster Listing Act, donc, c'est l'adoption d'une directive harmonisant la retenue à la source pour simplifier les remboursements d'excédents d'impôts et lutter contre les abus fiscaux. Le Listing Act, c'est un texte visant à faciliter l'accès aux marchés boursiers en réduisant les charges administratives liées à l'introduction en bourse. Et ces mesures devraient faciliter les investissements transfrontaliers, mais ça ne suffit pas. Des progrès vers une réduction sont observés, mais ils sont insuffisants. D'accord ? Donc, voilà. Alors, il y a notamment les systèmes de retraite. Vous savez, les systèmes de retraite, vous avez les retraites, les pensions de base, et puis vous avez les plans de pension professionnels, et puis vous avez les produits de retraite individuels. Il y a un sous-développement en Europe des 2e et 3e piliers. C'est pour ça que vous avez peu d'investisseurs institutionnels. Nous, je ne suis pas du tout pour remettre en cause la retraite par répartition, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez chez nous de rôle pour pouvoir investir ces retraites dans des produits. D'accord ? Alors, je ne suis pas allé pour aller entièrement dans un système où l'argent, les Américains ont eu très peur. Il y a des moments où ils ont perdu toute leur retraite, où il y a eu des grosses crises financières. Et donc, je pense qu'il faut protéger. Donc, je ne suis pas pour aller entièrement vers un système de capitalisation. Mais c'est vrai que ça limite. Il y a moins d'investisseurs institutionnels en Europe, en partie parce que nous avons des systèmes de retraite où il y a très peu on sort très peu de la répartition. D'accord ? Donc, en fait, l'investissement dans les fonds de pension, bien développés dans certains pays, pourrait augmenter l'apport de capital par les ménages et aussi augmenter l'investissement. Les actifs des régimes de pension représentaient 32% du PIB en Europe, contre 142% aux États-Unis, 100% au Royaume-Uni. Ces actifs sont en grande partie concentrés dans 3 pays, Pays-Bas, Danemark, Suède, qui représentent 62% du total de ces actifs en Europe. C'est intéressant de regarder les pays. Ce faible développement des fonds de pension qui va de pair avec la prédominance du système de financement de retraite par répartition peut paraître une opportunité manquée du point de vue de l'investissement. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est le cas de la Suède, qui est atypique en Europe, qui est un bon exemple de la capacité de mobilisation de l'épargne des ménages en faveur du financement de l'innovation. Un facteur clé de cette mobilisation est le système de pension premium, où 2,5% du revenu imposable des Suédois est automatiquement alloué à des fonds de pension, avec la possibilité de choisir les investissements, ce qui favorise les actions domestiques et le financement des introductions en bourse, les offres publiques d'achat dont je parlais tout à l'heure. Très intéressant. Les Suédois peuvent aussi investir facilement dans les PME via des systèmes de comptes d'épargne fiscalement avantageux, les investerings, je ne sais pas prononcer le suédois, sans exigence de déclaration complexe, ce qui renforce la participation des ménages au marché des actions. D'accord ? Cette forte participation des investisseurs individuels a permis au marché des offres publiques d'achat d'exploser, avec plus de 500 offres publiques d'achat en 10 ans, surpassant l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Espagne réunis, alors que quand même la Suède est un petit pays. En conséquence, la Suède bénéficie d'une profondeur de marché des capitaux très supérieure à la moyenne européenne, permettant de meilleures performances boursières. Je passe l'exemple de la Suède parce que ce n'est pas le pays le moins protecteur. Alors c'est vrai qu'ils ont fait des erreurs dans leur réforme d'éducation, etc., mais ce n'est pas le pays le moins protecteur et le plus inégalitaire en Europe. Hein. D'accord ?
Voilà, donc ça c'est quand même intéressant de mentionner l'exemple suédois. Voilà. Alors il y a une autre chose qui est importante, donc déjà vous voyez qu'un marché de capital très fragmenté, pas assez d'investisseurs institutionnels, à cause en partie des systèmes de retraite qui ne permettent pas de mobiliser de l'épargne vers l'innovation, hein, vers le financement de l'innovation. Alors il y a autre chose également, c'est que eh bien, si on regarde maintenant le financement, est-ce qu'il est bancaire ou pas, vous voyez qu'en Europe, le financement est très bancaire. Si on regarde les actifs bancaires en fraction du PIB, vous voyez, je veux dire, se rapporter au PIB, c'est très au-dessus en Europe de Japon et États-Unis. Et je vous ai dit la chose suivante, je vous ai dit, si vous êtes une économie de rattrapage, le financement bancaire, c'est bien. Mais si vous êtes une économie d'innovation à la frontière, ce n'est pas le meilleur financement. Il vous faut du capital risque et il vous faut des investisseurs institutionnels. D'ailleurs, les capital risqueurs sont souvent adossés à des investisseurs institutionnels. C'est-à-dire qu'avoir des investisseurs institutionnels, ça a un effet direct sur l'innovation dans les grosses boîtes notamment, mais ça permet aussi, ça aide également les venture capital. Le venture capital est souvent adossé aux investisseurs institutionnels. Et nous, en Europe, on est encore très financement bancaire. Et le financement bancaire, ben, ça ne favorise pas l'innovation à la frontière. C'est bien pour financer l'imitation technologique, mais ce n'est pas bien pour financer l'innovation à la frontière. L'Europe dépend excessivement du financement par dette via les banques, s'appuyant beaucoup sur celles-ci, plus que sur les marchés de titres pour financer les entreprises. D'accord ? Le ratio des actifs bancaires par rapport au PIB était similaire aux États-Unis et en Europe jusqu'aux années 60, mais ça a divergé ensuite, reflétant une domination bancaire accrue en Europe. La dépendance au marché de capitaux varie au sein de l'Europe. Elle est plus forte dans des pays comme les Scandinaves ou les Pays-Bas. Même dans ces pays, le rôle des marchés de capitaux dans le financement reste inférieur à celui des États-Unis et du Royaume-Uni. Pourquoi la forte dépendance au financement bancaire est-elle problématique? Alors, je l'ai dit un petit peu, mais je vais le redire ici. Pourquoi c'est un problème? Les banques ne sont généralement les mieux placées pour financer l'innovation, qui nécessite des investisseurs en capital, patients et tolérants au risque. D'accord ? Les banques sont soumises à une réglementation prudentielle stricte et manquent d'expertise pour évaluer et surveiller les entreprises innovantes, contrairement au capital risqueur et au fond et également aux business angels, les investisseurs providentiels, et également aux investisseurs institutionnels. Les entreprises innovantes en croissance ont des flux de trésorerie très volatiles, souvent négatifs pendant plusieurs années, ce qui augmente le risque de faillite, même avec un faible niveau de dette. Et c'est vraiment l'idée il faut autoriser early failure. Regardez Tesla. Tesla a perdu pendant plusieurs années avant de devenir profitable. Et toujours, c'est cette idée qu'il faut pardonner les échecs de court terme et récompenser les succès de long terme. Et vous voyez, Tesla est un exemple qui le montre. Vous voyez, ils ont perdu longtemps et après, ils ont gagné. Vous voyez ? Les banques sont généralement réticentes à prendre des risques élevés, surtout avec des entreprises ayant des flux de trésorerie volatiles et souvent négatifs. Elles se basent principalement sur la capacité des entreprises à rembourser des prêts à court et moyen terme et exigent des garanties solides, souvent matérielles, et ce qu'il faut du collatéral, des machines, etc. D'accord ? Les entreprises innovantes qui n'ont pas encore généré de profit stable ne peuvent pas toujours fournir ces garanties, d'où l'importance du capital risque. C'est en miroir du capital risque, de tout ce que j'ai dit sur le capital risque, d'accord ? À l'inverse, le capital risque est spécifiquement conçu pour financer les entreprises à haut risque. Les investisseurs en capital risque acceptent des pertes potentielles à court terme en échange de rendements élevés à long terme. Ils apportent également des fonds propres, ce qui n'alourdit pas l'endettement de l'entreprise et lui donne plus de flexibilité pour se concentrer sur sa croissance sans les contraintes rigides du remboursement de la dette bancaire. D'accord ? Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, les innovations technologiques transformatrices, les innovations de rupture, eh bien, elles se produisent dans des pays dotés de systèmes financiers basés sur le marché, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Scandinavie. Ces systèmes favorisent le capital risque et mieux adaptés aux investissements de long terme risqués, plus tolérants à l'échec. Outre le sous-développement du capital risque en Europe, le secteur bancaire fait face à des contraintes spécifiques. D'accord ? La capacité des banques européennes à financer de grands investissements est limitée par une rentabilité inférieure, des coûts plus élevés, une taille plus petite comparée à leurs homologues américaines. Le secteur bancaire européen fait face à des coûts de conformité réglementaire plus élevés et est plus fragmenté en raison d'une union bancaire incomplète. Cette fragmentation empêche les banques européennes d'atteindre l'échelle de leurs homologues américaines. Un écart persistant dans le rendement des capitaux propres entre les banques européennes et américaines est observé, principalement en revenant des revenus nets plus élevés des banques américaines provenant des frais et commissions. Cela s'explique par le fait que les banques américaines sont plus actives sur le marché des capitaux et bénéficient d'un marché de capitaux unifié. D'accord ? Donc tout ça, ça fait que la capitalisation boursière des banques, elle est très inférieure en Europe par rapport aux États-Unis, quoi. Vous le voyez ici. Vous voyez, la capitalisation boursière des banques européennes est très inférieure à celle des banques américaines. D'accord ? Alors on va arriver à la titrisation. Vous êtes encore vivant ? Ça va ? Je peux faire encore quelques minutes là ? C'est bon ?
C'est trop rapide? Ça va? D'accord. Alors la titrisation, de toute façon, tout ça, vous aurez les transparents. Et après, la titrisation, je m'arrêterai. Alors la titrisation, qu'est-ce que c'est? C'est un processus financier par lequel une banque regroupe des prêts ou d'autres créances en un ensemble d'actifs qu'elle transforme ensuite en titres financiers négociables. La titrisation permet à la banque de transférer une partie du risque aux investisseurs, de libérer du capital et de faciliter de nouveaux prêts tout en offrant aux investisseurs des actifs diversifiés. La titrisation non encadrée, évidemment, a joué un rôle clé dans la crise financière. Elle a conduit à la création de produits financiers complexes et risqués, mal évalués par les marchés. Donc l'absence de supervision et de réglementation a amplifié ces risques. Donc je ne suis pas pour revenir sur Bâle III et je ne suis pas pour revenir sur les réglementations, sur la réglementation macroprudentielle et tout ce qui a été mis en place suite à la crise de 2008. Je suis pas en train de proposer de revenir voilà, à tout ce qui a donné naissance à cette crise, d'accord? Mais ce que Draghi dit, c'est qu'en fait, voilà, là on voit la titrisation, la titrisation aux États-Unis, évidemment qui a chuté, et puis en Europe. Donc attendez que je regarde, voilà. Alors, le marché de la titrisation européen est moins bien développé que celui des États-Unis, avec une émission annuelle représentant 0,3% du PIB contre 4% aux États-Unis. Évidemment, il s'explique en partie par un cadre réglementaire plus strict, et je ne suis pas contre des réglementations, évidemment, il faut les bonnes réglementations. Le rapport Draghi adopte une position relativement favorable au dispositif de titrisation, évidemment sujet à des réglementations. Donc il faut un juste milieu entre ce qui était fait aux États-Unis avant la crise de 2008 et ce qui existe en Europe en ce moment. Les banques européennes ne pouvant pas s'appuyer sur la titrisation autant que leurs homologues, elles sont limitées dans leur flexibilité pour transférer des risques aux investisseurs, libérer du capital et stimuler leurs prêts. La titrisation pourrait aussi soutenir le développement des marchés de capitaux en Europe en permettant de transformer des prêts provenant de différents États membres en actifs standardisés et négociables. Il y a aussi le fait qu'il y a fragmentation bancaire en Europe. Elle est due à l'implémentation incomplète de l'union bancaire avec une supervision prudentielle unifiée, mais sans assurance des dépôts communes. L'absence de ces réformes accroît le risque de cloisonnement réglementaire en période de crise, comme lors de la crise de la dette souveraine en 2011, ce qui empêche les banques d'opérer efficacement à l'échelle transfrontalière. Les banques ont peu d'incitation à se développer à l'international si le transfert de ressources entre filiales saines et en difficulté est restreint en cas de crise, limitant ainsi le partage des risques. Voilà. Donc, en fait, Draghi propose de compléter l'union bancaire. Ça permettrait de réduire les biais nationaux et la fragmentation des marchés de crédit, favorisant l'intégration des marchés de capitaux européens. Une réforme minimale pourrait être de cibler les banques transfrontalières avec des normes spécifiques pour les protéger du cloisonnement. Des banques véritablement continentales sont essentielles pour soutenir les entreprises opérant dans plusieurs États européens afin de souscrire des titres, accompagner des introductions en bourse et des opérations de fusion-acquisition et contribuer ainsi à l'union des marchés de capitaux. Voilà, donc ça c'est toute la partie, si vous voulez, marché de capital, trop de financement bancaire, pas assez de capital risque, des banques quand même très contraintes, un marché de capital très segmenté, tout ça évidemment fait que nous n'avons pas du tout l'écosystème financier nécessaire à l'innovation de rupture. Voilà. Donc moi, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Je pense que c'est un bon endroit pour m'arrêter. J'ai peur que déjà, je vous ai donné beaucoup de choses. Ce que je ferai la prochaine fois, je terminerai Draghi avec qu'est-ce qu'il faut faire pour le marché unique, qu'est-ce qu'il faut faire pour la recherche fondamentale et l'innovation. Et après, je passerai à l'innovation verte, et après à l'intelligence artificielle, et après à la Chine. Voilà. Je vous remercie. Merci.